Coucou tout le monde! Aujourd'hui, on va vous présenter les futures sorties de février. Eh oui, on va vous présenter un petit peu toutes les sorties qui vont sortir. Vous allez voir, il y en a pas mal. Oui, Vous le savez, il va y avoir Cannes qui arrive, donc forcément, les éditeurs sortent beaucoup de jeux pour février. Et donc, on va vous présenter un petit peu rapidement tous les jeux qui vont sortir pour notre petit format habituel et mensuel. Et donc là, les sorties de février. Le premier jeu qui va sortir le 3 février, donc demain, quasiment, dans une semaine en gros. C'est un jeu qui a été assez attendu, à ce que j'ai compris, parce que c'est un Kickstarter qui a pris beaucoup de retard, qui va reprendre, en fait, c'est un jeu vidéo à la base, Frostpunk, et donc ça va reprendre le principe du jeu vidéo. Donc, je ne suis pas énormément renseigné sur les mécaniques de ce jeu, parce que tout ce qui est jeu Kickstarter et tout ça, c'est un peu complexe à présenter, et c'est des gros jeux, donc avec des grosses règles, très clairement. Mais en gros, de ce que j'ai compris, ça va vraiment reprendre le jeu vidéo, c'est-à-dire qu'on va être une civilisation, on va être en jeu coopératif, d'accord? Et ça va être une civilisation, on est dans un monde, j'allais dire futuriste, on n'est pas dans un monde futuriste, on est dans un monde parallèle un petit peu en fait, puisqu'on est à l'époque de la Révolution, d'accord? Où les machines, etc., travaillent le bois, existent, sauf que la planète en fait a été plongée dans une ère glaciaire. Et le but, ça va être de reconstruire notre ville avec ce froid. Et là, ce que vous voyez la tour, c'est une grande machine qui est là pour produire de la chaleur. Et le but du jeu, ça va être vraiment de produire de la chaleur pour maintenir en vie nos habitants, tout en construisant en fait la ville, avec évidemment plein d'objectifs pour gagner la partie. En gros, le principe du jeu de manière très générale, évidemment, c'est ça. Voilà. C'est assez attendu, c'est quand même à un prix excessivement cher, donc je ne sais pas le matos qui est dedans, mais on est quand même à 90 € le jeu. Donc voilà. Donc je sais pas. Je sais pas pourquoi c'est si cher. Donc là je vois qu'à la grande tour, s'il y a des figurines, des choses dedans, des plateaux double couche, d'ailleurs pas mal de choses qui justifient ce prix. Donc voilà, le premier jeu c'est ça. Donc je sais que c'est un Kickstarter très attendu. Je pense que les boîtes vont arriver rapidement pour les gens qui ont kickstarté, ou c'est peut-être déjà arrivé. En tout cas, moi c'est quelque chose qui m'intrigue pour être honnête. Sûrement un peu trop cher pour nous, à l'heure actuelle. Parce qu'on joue à tellement de jeux que je ne peux pas me lancer dans un jeu à 90 € pour un jeu coopératif. c'est ça. Mais voilà, il faut savoir que ça sort et que voilà, c'est vraiment quelque chose quand même qui m'a l'air assez original et assez intéressant. Donc c'est de 1 à 4 joueurs, donc mode solo, donc durée de 2 heures environ. Étant donné que c'est un jeu coopératif, en général il y a un mode solo, les jeux coopératifs sont assez simples. Et donc l'éditeur c'est Asynchron et l'auteur c'est Adam Kwampinski. Voilà. Donc si ça vous intéresse, voilà, sachez que ça sort dans une C'est à semaine. partir de 16 ans. Oui, parce qu'on est dans un monde un peu particulier, il y a des machines qui vont venir nous aider, tout ça, vraiment style punk, quoi. Hein. Dont le nom, hein, d'ailleurs, punk. Hein, donc voilà. Donc c'est les petits jeux, oui, dans leur gamme, là, sous forme un peu de Game Boy. J'aime bien dire Game Boy, mais c'est pas une Game Boy, mais sous leur format, là, c'est la suite de leur format, donc édité chez Matago, et l'auteur, c'est Marco Zolini Zemilio, et l'illustrateur Marco Zolini, c'est le même. Alors, Answer Coin, donc ça va être un jeu en fait qui va reprendre un peu la mécanique de Space Invader, pour ceux qui connaissent, et un peu de Tetris, en fait, tout simplement. Le principe du jeu, en fait, on va avoir trois sortes de schémas à remplir, d'accord? On va les colorier petit à petit. On va tirer une carte et la carte va être en forme de Tetris qui va sortir. Il y a des cartes là, qui sont ici qui vont nous permettre de remplir en fait tout simplement le dessin. D'accord? Born arcade. Exactement, C'est ça. borne arcade. Et on va remplir le dessin petit à petit avec des formes en fait. Par exemple, là vous voyez, si on a une forme comme ça qui est sortie, il la remplit, s'il a une forme comme ça, voilà, et ainsi de suite. Le but c'est de réussir à remplir tout son dessin. Sachant que dans le jeu, il y a deux cartes Game Over. Quand une carte Game Over sort, on perd une vie. D'accord? Si jamais on a une forme qui sort et on ne peut pas la remplir, parce qu'on n'a pas la place, on perd une vie aussi. Le principe du jeu, c'est assez rigolo, parce que si tu perds tes 3 vies, eh ben, on remet une pièce dans la machine, et on reprend 3 vies supplémentaires, d'accord? Et on peut le faire ça jusqu'à 3 fois. Ouais. Et donc là, on va barrer une pièce pour dire qu'on a remis une pièce dans la machine. Si jamais on chope un Game Over, il faut qu'on ait au moins fini de colorier un dessin. Si on n'a pas fini de colorier un dessin, on perd une pièce aussi. Game Over, on remet une pièce dans la machine. Donc c'est assez thématique, hein, donc voilà, c'est assez rigolo. Ensuite, chaque boss a des petits pouvoirs qui vont nous permettre d'attaquer nos adversaires. Et à la fin de la partie, en fonction de comment on a réussi à bien colorier nos dessins et les remplir,
On va marquer des points de victoire, bien évidemment. Voilà, c'est aussi simple que ça le jeu. C'est pas forcément ma cam de jeu, pour être honnête. Mais ça a l'air un petit truc assez sympa. Donc là, vous voyez un peu ce que ça peut donner. Voilà, là, il a commencé à colorier. Celui-là, il est terminé. Il a varié des Les jetons, pièces. voilà. Et donc là, vous voyez un peu comment il fallait remplir. Ah, c'est un petit jeu qu'on vous a... C'est pour ceux qui nous suivent depuis un petit moment. On en avait parlé il y a un petit moment. On pensait qu'il sortirait l'année dernière. Il a été beaucoup reporté. Et donc, il sort le 3 février. Donc, Hat, c'est un jeu, donc, tu l'as dit. Graphic Games. C'est ça. L'auteur, c'est Gabriel Bubola. Voilà. Et l'illustrateur, Paolo Voto. Donc, Hat, ça va être un jeu de collection de chapeaux. 2 à 4 jours. Ouais. C'est un jeu de collection de chapeaux. Donc, on va collectionner des chapeaux. Donc, le thème parlera peut-être pas à grand monde, parce que j'avoue que moi, collectionner des chapeaux, c'est pas le terme qui me parle le plus. Hein. Mais vraiment, le principe du jeu, c'est un jeu de collection de cartes, en fait. À notre tour de jeu, on va avoir des cartes en main, qui sont tous des chapeaux, qui sont de couleurs différentes ou pas, et qui sont numérotés de 1 à 5, si je dis pas de bêtises. À notre tour de jeu, on a 2 actions au choix. Ou alors, on échange un chapeau de notre main avec une carte présente sur le plateau de jeu, pour pouvoir le changer de façon. Ou alors, on échange 2 cartes de la même couleur, ou alors, on échange une carte avec le même chiffre. D'accord ? Et ensuite, on va pouvoir les poser devant nous pour faire des collections, tout simplement. Hein, un jeu de collection, on ne peut plus ça. On peut, si on veut poser une carte retournée, c'est ce qu'on appelle un chapeau noir. Le chapeau noir nous rapportera un point en fin de partie, donc c'est plutôt des cartes qu'on ne veut pas donner à notre adversaire ou qu'on souhaite bloquer. Ok. Ensuite, ici, vous voyez, il y a un petit cookie, là, à la fin de partie. Le joueur qui a le plus de diversité de chapeaux, c'est-à-dire que plus de couleurs différentes et des lignes, va remporter le petit cookie qui vous rapportera 5 points de victoire. À la fin de la partie, en fait, on va regarder les chapeaux qui sont restés au centre. Et vous voyez, chaque chapeau a une valeur attribuée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et correspondant à une couleur. On sait que les chapeaux verts, à la fin de la partie, nous rapporteront 1 point. Les chapeaux marrons, 2 points. Les chapeaux roses, 3 points, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir scorer, en fait, tout simplement. Donc c'est un petit jeu vraiment très basique, hein, tout simplement, où on va pouvoir poser nos chapeaux, les échanger, prendre ceux de nos adversaires. Voilà, c'est un petit jeu de collection de cartes. Assez malin. C'est pas le jeu, moi non plus, qui m'enthousiasme le plus, pour être honnête. Ça a l'air d'être Ouais, c'est pas ton style de jeu, ouais. Ouais, bah, ça a l'air d'être un jeu de collection de cartes qui révolutionne pas énormément le style habituel, on va dire. Donc, voilà ce que je peux vous dire très rapidement donc, sur Axe. Donc dans la gamme des microgames, ça vous savez qu'on est fan, il y a des chances qu'on se le procure et qu'on vous le live à un moment donné, celui-ci. Donc Antinomy, donc un jeu de John Balucci et illustré par Marty Cobb. Donc dans Antinomy, c'est un jeu à 2 joueurs. Tout à fait, c'est un jeu duel. Le principe, c'est assez intéressant pour le coup. On va chacun incarner un sorcier. D'accord ? Et le but du jeu, ça va être de créer des paradoxes. Comment on va créer des paradoxes ? Il faut que dans notre main, on ait ou 3 cartes du même chiffre, donc par exemple 3-3, ou alors 3 cartes de même couleur, par exemple 3 verts ou 3 bleus, voilà, etc. Ou alors 3 cartes du même symbole, 3 clés, 3 plumes, voilà. Dès qu'on arrive à faire ça, on crée un paradoxe et on marque un point. Comment se passe le jeu ? En fait, on a ici notre baguette, notre sceptre de sorcier, et on va pouvoir se déplacer vers la droite ou vers la gauche. Si on se déplace vers la gauche, on se déplace vers le passé. Si on se déplace vers la droite, on se déplace vers le futur. En fonction de si on se déplace vers la droite ou vers la gauche, on va pouvoir prendre un type de carte. Alors, je n'ai pas en tête exactement, mais si je me rappelle bien, quand on va à droite, on peut forcément récupérer une carte avec un chiffre qui va être identique à ce qu'on a dans notre main. Ou alors, si on va à gauche, on va pouvoir récupérer une carte avec un symbole. Parce qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va échanger une carte de notre main et récupérer une carte du centre. Donc, par exemple, si je veux la plume rouge et que je vais dans le passé, et que j'ai une plume en main, je peux échanger ma plume rouge contre une plume verte, par exemple. On en remet une ? On échange avec notre main, en fait. On échange avec notre main. Si je vais à droite, par exemple, je pourrais échanger ma plume bleue, qui est le numéro 3, contre un autre 3 de ma main. Voilà. Et ce qui est rigolo, c'est que si on se retrouve en face du sorcier, on fait un combat. Et à ce moment-là, on révèle nos 3 cartes qu'on a en main. On additionne leurs valeurs. Celui qui a la plus grosse valeur bat son adversaire et va pouvoir voler un cristal à son adversaire. Ok. La partie s'arrête quand on gagne 5 cristaux. Le premier joueur qui a 5 cristaux remporte la partie. Donc c'est quelque chose d'assez clivant, assez sympa. On sait ce que prend notre adversaire, donc on sait ce qu'il a en main. Donc
Si on voit qu'il commence à faire une collection de 1, ben on va peut-être essayer d'aller l'attaquer en disant bah, de toute manière il fait une collection de 1, il n'a pas beaucoup de points, je vais pouvoir l'attaquer. Au contraire, si on voit qu'il commence à vouloir prendre ses cartes, on va peut-être essayer de lui prendre, etc. Donc c'est vraiment un petit jeu assez intéressant, assez sympa, qui joue un peu avec cet univers passé, futur. Moi j'ai bien hâte de l'essayer celui-ci, ça m'a bien donné envie. Donc voilà ce que je peux vous dire rapidement sur Antinomy. C'est un 2 à 4 joueurs, à partir de 3 ans, effectivement. Et donc Filfilou est un jeu dont l'auteur est Dana Banki et l'illustrateur Gediminas Akelaitis. Thématiquement, on a le loup qui s'est endormi sur notre route. Et on va devoir essayer de s'échapper du loup sans le réveiller. Le but du jeu, c'est très simple, on va lancer un dé qui va être numéroté et on va pouvoir avancer un animal de notre couleur du nombre de cases du dé indiqué. Par exemple, si on a fait 2, ben, je peux avancer un animal de 2. On les avance de case par case. Ok. Si on est derrière un buisson, tout va bien. On est caché. Si par contre on n'est pas derrière un buisson, et que le loup se réveille, il va nous attraper et on va devoir recommencer depuis le début. Ah, super. Et le loup il se réveille quand? Ben, quand on donne le dé, on fait les 2 yeux qui sont présents ici. Là. Voilà. Si on fait ces 2 yeux là, pouf, le loup il ouvre les yeux. Tous ceux qui lui sont visibles, vous rentrez chez vous. Donc voilà, ça a vraiment ce petit jeu pour enfants, pour apprendre un petit peu tranquillement la prise de risque. Quand est-ce que je m'arrête, quand est-ce que je m'arrête pas. Ah, est-ce que je prends le risque, le loup va se réveiller. Voilà, c'est un petit jeu pour enfants, tranquillement. Pas de prise de tête. Et donc là, vous voyez le loup qui se réveille, tout simplement, et qui chope tous ceux qui ne sont pas cachés derrière des buissons. Là, par exemple, le lapin, vous voyez, hop, lui, on peut le voir, par exemple, suivant la taille du buisson. Vous voyez, s'il avait été caché là, le lapin, on voyait ses petites oreilles. Donc on l'aurait repéré. Au contraire, lui, le lézard, il aurait aimé être caché là, et s'il est caché là, on le voit sur le côté. Voilà. Donc avec la taille, en fonction, ben, ils vont dépasser. Donc c'est assez sympa, quoi. C'est vraiment original, quoi. Donc c'est rigolo. Moi, je trouve ça pas mal. Ça permet d'apprendre pas mal de choses pour les enfants. Voilà, c'est assez clivant. J'aime bien. J'aime bien. Donc voilà pour Filou. On va pas y rester longtemps parce qu'on vous l'a présenté. On en a parlé en mois dernier, donc ça sort le 3 février, ça a été légèrement décalé. Donc qui je le rappelle, l'auteur est Andreas Prince. Alors ce jeu Pina Koala, c'est vraiment un jeu tout bête. Le principe c'est très simple, Pina Koala. Vous avez 2 dés, d'accord? C'est un jeu, moi que j'appelle un jeu typique pour boire Un jeu d'apéro. Un jeu d'apéro ou un jeu entre adultes pour picoler, hein, très clairement. Le principe du jeu, il y a 2 dés, vous allez lancer les 2 dés. En fonction de sur ce que vous tombez dessus, vous allez marquer des points. D'accord? S'il y a marqué, je sais pas, 5 et 6, vous marquez 11 points. Ok? Dès que vous tombez ici, là, sur l'icône du koala, vous devez fermer un œil. Et donc, vous jouez littéralement avec un œil fermé. Et vous pouvez continuer à jouer, etc. Au bout d'un moment, le deuxième koala va sortir et vous allez devoir fermer les 2 yeux. Et donc, vous allez jouer dans le noir quand vous lancez les dés. Et à ce moment-là, ce n'est plus vous qui savez ce qu'il y a vos dés, c'est vos adversaires. À vous de faire confiance à vos adversaires ou pas. Attention, si vous révélez les dés et qu'il y a encore un koala, ben vous perdez les points en cours. Donc il y a un petit peu un jeu de stop ou encore, évidemment. Et puis un jeu totalement de bluff, puisque ben, votre adversaire va dire ouais, t'as plein de points. Ou alors t'inquiète, il y a un koala, n'ouvre pas. À voir si vous avez confiance ou pas en vos adversaires. Donc voilà, on est vraiment sur un jeu complètement voilà, ambiance pour déconner, d'apéro. Voilà, totalement. Donc c'est édité par Gigamic, ça a l'air en vrai en apéro entre ados, etc. Je pense qu'il y a moyen qu'ils se marrent quoi. Nous c'est pas du tout un style de jeu pour nous, mais voilà, c'est ça y est, on a passé à la trentaine, c'est mort pour nous. Mais il faut des jeux dans ce style-là quand même pour rigoler, voilà. Bah, typiquement à Cannes, à soir tu veux rigoler, c'est un jeu, je suis sûr qu'il pourrait marcher pour rigoler à Cannes. Hein. Donc voilà, mais c'est un jeu 100% hasard, voilà, et du bluff, hein, rien d'autre. Donc voilà pour Pina Koala. Un jeu que tout le monde attend, je pense. Beaucoup de gens attendent. Coucou Dreampool. Et bah nous aussi on attend. Je pense qu'on se le procurera d'une manière ou d'une autre. On essaie de voir avec l'éditeur, mais sinon on se le procurera, je pense, parce que bah, toi tu adores Subterra. Moi j'ai envie de découvrir ce nouveau système. Donc voilà. Donc Subterra qui est un jeu donc toujours édité par Neuf Publishing. L'auteur c'est Tim Pinder et l'illustrateur c'est Diana Franco Campos. Donc Subterra 2 va reprendre la mécanique de base de Subterra qu'on va révéler des tuiles, d'accord? Et on va créer notre labyrinthe. À la différence près que cette fois-ci, on va devoir aller au bout du labyrinthe pour trouver une sorte de clé, d'accord? Une fois qu'on a cette clé, on va pouvoir sortir, tout simplement.
La différence, c'est que cette fois-ci, il va y avoir des gardiens qui vont remplacer un peu l'équivalent des zombies, monstres, choses qui nous attaquaient avant. Sauf qu'ils vont être beaucoup plus malins que les zombies. Il va y avoir beaucoup plus de stratégie. Ils montent d'un cran le niveau de difficulté du jeu. Il va y avoir aussi des pièges, des choses qui vont se déclencher évidemment. On garde la mécanique de base de Subterra, mais on change tout le reste. Et donc ça va être vraiment quelque chose d'assez intéressant. Et donc voilà, on a le volcan qui va rentrer en éruption, et il va falloir vite sortir. Donc c'est à nous de coopérer pour se dépêcher, parce que sinon on va se retrouver tout simplement en slow vie en fait. Donc vraiment quelque chose de assez intéressant. Donc voilà, ici vous avez les figurines, donc là ça représente les gardiens qui vont essayer de nous attraper. Et là vous avez donc tous les personnages qui vont incarner les héros tout simplement. Donc là, là on était sur la version prototype du jeu, très clairement. Donc voilà ce que je peux vous dire sur Subterra 2. Donc là voilà, je vous remonte rapidement les tuiles là ici avec donc le pont et tout ça, la lave, tout ça. Donc c'est vraiment quelque chose de très sympa. Donc voilà. Donc nous on a vraiment très très hâte. Sachez que ça c'est un jeu, c'est certain, on va vous le présenter de toute manière. D'une manière ou d'une autre, on vous le présentera. On ne sait pas encore quand. Bah, on a joué au 1, on ne vous l'a jamais présenté parce qu'on trouvait que c'était un peu sombre, on ne savait pas comment le mettre en valeur. Mais là, ça a l'air quand même, enfin, c'est un peu plus lisible, un peu plus clair. Là, vous voyez les illustrations et tout ça. Donc voilà, vraiment un jeu qui reprend les mêmes mécaniques, plein d'extensions qui rajoutent un truc pour le mode solo, un truc avec un mode trahison, enfin voilà, plein d'extensions comme ça. Donc voilà. Donc voilà pour Subterra 2. Fallen Angel, donc un jeu qui est édité par Belltest Games et l'auteur c'est John King. Alors moi je sais pas vous, mais moi cette image-là, ça me fait penser à Peaky Blinders, tout à fait. En fait, on va se retrouver dans l'époque du gang des rasoirs, donc qui était un gang assez connu de l'époque, qui était réputé pour, on va dire, être très méchant, pour dire ça comme ça. Et le but du jeu, là, ça va être un jeu de déduction, en fait, totalement. On va devoir déduire, en fonction des cartes, ce qu'ont les gens. Et donc voilà, là vous voyez, vous avez des cartes avec des doubles icônes. Alors, en tout cas, moi par contre, je les trouve très jolies les cartes. Vous allez avoir des icônes ici, qui sont présentées. Et quand vous allez présenter vos icônes à votre collègue, en fait, les cartes, elles sont recto verso. Et d'un côté, il va y avoir des icônes et de l'autre, une autre icône. Et le but du jeu, ça va être d'essayer de retrouver les icônes en commun. C'est un jeu, si j'ai bien compris, qui est coopératif. Parce qu'on va devoir déduire en fait ce qu'a notre adversaire ou notre coéquipier. Sans parler, juste à travers les cartes. Voilà, c'est comme ça que j'ai compris. Mais pour être honnête, j'ai eu un peu de mal à comprendre le jeu. Voilà, donc chaque joueur dispose des cartes de manière à pouvoir voir une série d'icônes, mais les autres joueurs voient l'autre série. À son tour, un joueur choisit une carte et les autres joueurs disposent leurs mains pour indiquer lequel de leurs propres cartes comporte les icônes qu'ils peuvent voir au dos de cette carte. Le joueur doit alors déduire quelle icône se trouve au dos de sa carte, en tenant compte du fait que celle qu'il voit dans la main des autres joueurs n'est pas exactement que ces derniers peuvent voir eux-mêmes. Voilà. Donc, je vous avoue que j'ai eu un peu de mal à comprendre la règle, mais voilà, a priori, c'est vraiment un jeu pur de déduction, quoi. Et donc, si on arrive à déduire, ça nous permet en fait d'éliminer un suspect, de le condamner comme ils disent. Mais alors, si on dit du mal, le suspect est acquitté, donc ça veut dire que si on dit du mal, on s'est trompé, le suspect est défaussé, tout simplement. Et donc pour gagner la partie, les joueurs, donc comme je vous disais, c'est un jeu coopératif, doivent réussir à trouver 10 suspects sans qu'il y en ait trop ou on se soit trompé. Donc voilà, c'est pas trop ma cam de jeu, ça aussi encore une fois, mais voilà. Jusque 6, oui. Vous savez que ça sort, donc ça sort le 10 février. Alors, Action est un petit jeu d'action. Clairement, Action va être un party game, d'accord. Ça va être un jeu qui se joue de 2 à 8 joueurs, je pense que c'est un jeu où on se marre bien de 6 à 8. Le principe du jeu est vraiment très simple, on va avoir une action à faire. Un joueur va devoir mettre en scène cette action. Par exemple, ici, arbitrer un match de tennis. Avec les dés présents et le matériel qui lui est fourni, il va devoir essayer de reproduire cette scène, tout simplement. Donc, en plaçant les cubes, en essayant de faire un terrain de tennis, en mettant 2 joueurs s'affronter, tenant une raquette, etc. Et, en fonction de ça, tout simplement, les autres joueurs vont devoir essayer de deviner que ce qu'il a montré, c'est un match de tennis. Et que c'est précisément arbitrer un match de tennis. S'ils trouvent, ils doivent marquer un nombre de points, et s'ils ne trouvent pas, on passe au genre suivant, tout simplement. Là, vous allez voir un exemple de mise en scène très drôle que j'ai bien aimé. Là, qu'est-ce que vous pensez que c'est? Le foot. Voilà, c'est le foot, mais à mon avis, c'est pas juste le foot. C'est un penalty.
Non, vu qu'il y a des joueurs devant qui font le mur. Un coup franc, exactement. Je pense que là, ce qu'il a voulu mimer, c'est tirer un coup franc au football, par exemple. Le coup franc, c'est plus. Ah bah là, on a le mur, là, il symbolise le but, le gardien, les joueurs qui préparent le coup franc, tu vois. Donc ça fait voilà, vraiment quelque chose comme ça. Donc un coup franc, ouais, direct ou indirect, si on est précis, voilà, exactement. Peut-être qu'on marque plus de points en fonction de la précision de notre réponse. Je n'ai pas les détails à 100%. Donc les joueurs ont, enfin les cubes ont toutes des têtes. Je pense qu'en fonction de la tête, ça doit pouvoir jouer pour faire deviner certaines actions. Vous voyez que là, il y a la coupe aussi, par exemple. On pourrait mettre le cube sur la coupe pour dire qu'il y a une coupe à gagner, voilà, des choses comme ça. Donc, pour être honnête, ça a l'air d'être un jeu rigolo. Hein, je pense que ça se joue bien justement avec des amis pour rigoler et tout. Franchement, ça m'a pas l'air déconnant du tout. Faut voir niveau rejouabilité combien il y a de cartes dans le paquet. Voilà, je sais pas combien il y a de cartes. Il va y avoir des extensions après qui vont sortir. Bah, si le jeu marche, j'imagine. Voilà. Donc, édité par Yoka Baitsum et l'auteur c'est Romain Kaderchian. Alors, Tiwanaku qui à la base devait s'appeler, alors je sais plus le nom, ça commençait par un P, mais ça a été changé. Tiwanaku. Non, pas Pancheta, un truc comme ça, je sais plus le nom exact. Et il a été changé parce que faute de droit, une histoire de droit, de ce que j'ai compris. C'est un jeu, je sais pas si tu te rappelles, on l'a vu à Cannes l'année dernière. Il a été présenté rapidement, on est passé devant plusieurs fois. Je sais pas si je te montre ça, si ça te rappelle quelque chose ce disque. Pancetta, oui c'était ça, c'était peut-être Pancetta, c'est possible. Ou Pachacuna, ouais, un truc comme ça, je sais plus. Bon, c'est pas très important. Donc le principe du jeu, ici on a le plateau de base, ici. On va installer des tuiles de départ, d'accord? Chaque tuile va pouvoir former des zones qui vont être de taille de 2 à 4 ou à 5, d'accord? On a une mise en place de départ et chaque tuile dessus va avoir ce qu'on appelle des cultures, qui peuvent être de 1 à 5. Sachant que si on a une région à 4, on n'a forcément que des cultures de 1 à 4. D'accord. Au début de la partie, on va mettre une mise en place standard avec des régions, et on va avoir des petits bonhommes qui vont aller se déplacer. Si on va sur une caisse vide, on va essayer de deviner quelle est la couleur qui va apparaître. Et comment je vous dis, on va pouvoir le déduire, parce qu'évidemment, il y a des règles. On sait que deux régions ne peuvent pas être adjacentes de même couleur. Donc si par exemple on a un jaune ici et un jaune ici, on sait forcément qu'ici il ne peut pas y avoir un jaune. On sait aussi qu'il ne peut jamais y avoir deux régions de même taille adjacentes aussi. Donc en fonction, ça nous permet de déduire tout ça. Avec ce petit disque là, qui est présent ici, on va rentrer nos prédictions et le disque va nous donner la réponse en fait. En fonction de où est-ce qu'on est, là on va mettre là, il va nous dire cette tuile-là, c'est un jaune. Cette tuile-là, c'est un bleu. Cette tuile-là, c'est un violet. Évidemment, il y a des mises en place. Hein. Ici aussi, on va le configurer au départ, ce disque, pour une mise en place. Et en fonction ici de ce qu'on va faire, on va marquer des points. Évidemment, si notre déduction est juste ou pas. On va aussi pouvoir prendre des risques quand on va aller sur une tuile qui a été révélée. On va pouvoir essayer de savoir s'il y a une culture de 1, de 2, de 3, de 4 ou de 5. Évidemment, au début, c'est un peu dur et on va prendre des risques. Et si on se trompe, on perd des points, évidemment, et si on a juste, on marque beaucoup de points. Plus on va faire des prédictions justes, plus on va monter nos disques ici, et plus ils seront hauts, plus ça nous fera marquer de points à chaque fois qu'on a une bonne déduction. Et on va jouer ainsi, comme ça, ainsi de suite, jusqu'à que tout le panel en fait, soit révélé, tout simplement. Le joueur qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Voilà, alors évidemment c'est assez rapide, donc là ici vous avez les personnages qui se déplacent en fait, donc vous voyez les tuiles qui se révèlent, comme ça. Et donc là vous voyez les zones, hein. Par exemple ici on a une zone de bleu, ici, on a un 4 qui est présent ici, un 1 ici. Donc, on sait que par exemple, qu'il nous reste le 2, le 3 et le 5. Mais où est le 2, le 3 et le 5 on ne sait pas. Mais ici, il y a un 3. Ah, si ici, il y a un 3, ben on sait que le 3, il n'est pas là. Parce qu'on n'a pas le droit d'avoir 2 3 adjacents. Donc, on sait qu'ici, il y a un 2 et ici, un 5. Mais lequel est lequel? 5 ou 2 ou 2 ou 5? Ben là, on ne sait pas encore. Voilà, ça permet un peu d'avoir des prédictions. Ici, vous voyez, on a un marron. Donc, ben... forcément, il ne peut pas être tout seul, puisque les zones sont minimum de 2. Donc on sait qu'il va être relié à un moment donné quelque part. Et comme on sait que des zones de même couleur ne peuvent pas être adjacentes, ben on sait que ça va être relié forcément à celle-là. Donc on sait forcément qu'il va y avoir au moins un marron ici ou un marron ici. Voilà. Donc vous voyez un petit peu ce côté un peu déduction qu'on va pouvoir faire. Évidemment, je ne rentre pas dans le détail des règles, il y a des petites règles différentes, des petits ajouts, etc. Mais voilà. Franchement, ça a l'air malin, ça a l'air intéressant. Moi, ça m'attire. Ça m'attire bien ce jeu. Je trouve la qualité très très jolie. Le jeu est très beau. C'était, je crois, un Kickstarter au départ. Ah, jeu.
Ah, peut-être que c'est le matériel du Kickstarter. Alors je sais pas s'il y a une différence entre le Kickstarter ou pas. Oh. Mais non, parce que ça je crois bien que c'est le jeu de base. Hein, parce que c'est ce que j'avais vu dans le jeu présenté en regardant. C'est En tout cas, tout ce qui est présenté. Hein. La roue, là, Bon. elle est magnifique. Ça, un prix, on est quand même à 45 € le jeu. Ouais. Hein. Bon, c'est pas si déconnant de ça, 45 € le jeu. Ça va, il est bien complet. Donc voilà. Franchement, à tester. À tester, à voir. Voilà. Petits lamas. Et vous voyez ici l'épaisseur du disque, qui sont donc des couches cartonnées avec un disque qu'on va tourner dans tous les sens avec des engrenages et tout Comme ça. Exit. Ouais, mais beaucoup plus poussé. Ouais. Hein. Vraiment beaucoup plus poussé. Donc voilà, bah là, ça, vous voyez, c'est sûrement la boîte de luxe du Kickstarter. Ça. Donc voilà, et là, c'est la mise en place de départ avec nos tuiles. Et évidemment, il y a les réponses aussi si jamais on s'est trompé, qu'il y a une erreur, etc. Voilà. Là, vous voyez, là, ça nous indique les mises en place, etc. Donc franchement, ça a l'air assez intéressant. Moi ça m'attire bien. Donc voilà ce que je peux vous dire sur Tiwa Naku. Donc Narcopolis, lui, va être un jeu de... Alors, ne jouez pas ça avec vos enfants. Hein. C'est un jeu de prostituées, de drogue, voilà, donc il y a du sexe, etc. Mais au départ, c'est un jeu de contrôle de territoire. D'accord? C'est un jeu qui se joue à partir de 3 joueurs, ce qui est très bien, parce qu'en général, les jeux de contrôle, de toute manière, ne se jouent qu'à partir de 3 joueurs. Le principe du jeu, on va chacun démarrer avec un clan, si vous préférez, et on va pouvoir commencer dans notre territoire de notre couleur. Si je joue bleu, je démarre dans le bleu clair, si je joue bleu foncé, dans le bleu foncé, voilà, et je vous passe les détails. À notre tour de jeu, on va avoir plusieurs actions disponibles. On a ici des billets qui symbolisent des millions, en fait. Hein. Chaque action coûte des millions d'euros. Et on va les dépenser pour construire des bordels, pour construire des zones à drogue, construire des zones... Enfin voilà, on est vraiment en plein dans cette partie-là. Tout ça dans le but évidemment de marquer des points, puisque c'est un contrôle de territoire, donc plus on va avoir de bâtiments dans nos zones et dans les zones adverses, plus on marquera de points en fin de partie, puisqu'on va faire des majorités. Hein. Le truc rigolo, c'est qu'évidemment, comme on est dans un jeu comme ceci, on va pouvoir s'attaquer. Donc on va pouvoir envoyer notre personnage sur le territoire adverse. Et là, on va jeter des dés. Là, vous voyez qu'on a des dés et on a un petit truc là pour se cacher. Je ne me rappelle plus le nom, comment ça s'appelle, qu'on cache. Voilà. Comme quand on joue à des jeux de bluff et qu'on dit j'ai comme ça, etc. Et en fait, c'est exactement ce qui va se passer. On va lancer. Et en fait, on a 3d6. Et la puissance, on va additionner. On va pas additionner, on va prendre nos chiffres les plus gros. Et ça va faire la centaine, puis la dizaine, et enfin l'unité. Par exemple, si j'ai un 6, un 3 et un 2, j'ai une puissance de 632. Exactement. Okay. Et donc, on va dire à notre adversaire, j'ai 632, je te bats. Qu'est-ce que tu fais? Non, j'ai 990. Alors, son adversaire, il a deux choix. Ou il accepte la défaite et il replie. Ou alors, il dit tu bluffes. Mais si jamais il bluffait pas, il perd immédiatement. Ou alors, il peut prendre ses dés et lui aussi lancer. Et lui dire, bah écoute, moi j'ai 980. Tu dis mieux ou pas? Bon, 980 c'est pas possible sur un D6, mais voilà. J'ai, je sais pas, j'ai 645. Tu dis mieux ou pas? Voilà. Et ainsi de suite, jusqu'à que l'un des deux se passe à voir au bluff, ou que l'un des deux, les deux décident de révéler, et l'un des deux gagne, tout simplement. Si jamais on fait 666, qui est donc le chiffre le plus puissant du jeu, puisque c'est le triple 6, on remporte immédiatement le combat. Voilà. Donc il y a un petit jeu avec le 666. Et sinon, tout le reste n'est qu'une question de majorité. Évidemment, je vous passe les détails. Il y a des actions bonus. On va pouvoir jouer avec notre plateau personnel et tout ça. Mais voilà, le gros du jeu, c'est ça. C'est un jeu de majorité auquel on va s'attaquer. On va construire des bâtiments. Chaque bâtiment va nous donner des pouvoirs, hein, tout simplement, qui vont nous permettre de gagner de l'argent pour pouvoir faire d'autres actions. Toutes les actions coûtent de l'argent, de toute manière. Donc, il faut bien le générer à un moment donné. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur Narcopolis. Alors, dans la gamme Donjons et Dragons, hein, puisqu'il y a la licence qui est écrite, hein, vous voyez, Donjons et Dragons. Donc c'est édité par Hasbro. Donc c'est un jeu qui est... J'ai eu beaucoup de mal à trouver d'infos, donc déjà premier temps. Le principe c'est qu'on va être dans la taverne assez connue pour ceux qui connaissent Donjons et Dragons. D'accord? On va dans la taverne qui s'appelle donc The Wowing Portal. D'accord? C'est une taverne assez connue où beaucoup de gens se réunissent de toute espèce, etc. Et ben, on va incarner en fait des serveurs, tout simplement. Et on va devoir servir tous sa famille, voilà, exactement. Il va falloir les contenter. Le principe du jeu, c'est ça. C'est un jeu qui peut être joué en solo, hein, voilà, pour ceux qui le savent. On va retrouver tout l'univers de Donjons et Dragons. D'accord, avec les races, les nains, et je vous en passe, les elfes et tout ça. Et on va devoir avoir des pions de nourriture qui vont correspondre à donc, un service parfait. Donc en fait, on va avoir des gemmes.
J'ai pas la deuxième image. Ah voilà, parfait. Donc là, voilà, ici, c'est la taverne qui est représentée. On va devoir faire des services à l'aide des gemmes, en fait. Hein. C'est les gemmes qui vont symboliser nos services. Et plus on va cumuler de gemmes, plus on va réussir à marquer des points. J'ai pas eu énormément d'autres infos, donc je veux pas vous dire de bêtises sur le jeu. J'ai pas trouvé grand chose, malheureusement, de comment fonctionnait totalement la mécanique. La seule chose qu'on a, je crois que même les boutiques n'ont pas énormément d'infos, puisque c'est une combinaison, donc voilà. Ils parlent voilà, juste de comment ça marche, voilà. Donc on va pouvoir recevoir des gemmes colorées, donc des points pour chaque pion nourriture qui va correspondre à un bonus pour un service parfait. On obtient plus de points si on est le premier à compléter un objectif, donc on va avoir des objectifs à compléter, ou en remportant des bonus qui vont être attribués en fin de partie. Et évidemment, comme d'habitude, le joueur qui a le plus de points remporte la partie. Et il précise, attention, les gemmes colorées les plus nombreuses sur le plateau valent plus de points. Ce qui veut dire que plus il va y avoir de gemmes sur le plateau, d'une couleur, plus elle va scorer de points. Je dis n'importe quoi, s'il y a beaucoup de bleus, et que moi j'ai des bleus, bon, on sait que les bleus vont faire marquer plus de points en fin de partie. Donc il doit y avoir un petit jeu là-dessus de, je vais placer des gemmes ici pour que mes gemmes à moi valent plus de points, je place. Donc voilà, donc c'est Donjons Dragons, c'est Wayne Portal, donc ça sort le 10 février, nous c'est pas un jeu qu'on va se procurer je pense. Un nouveau Évasion dans la gamme de Matago, c'est le deuxième, je crois. L'autre, c'est. Je sais plus. Bah, l'autre, on l'avait. C'est marqué là. C'est Libération. Libération. Donc, ça reprend le même principe que le premier, hein, c'est-à-dire que c'est un jeu où on va devoir s'évader quelque part dans le principe d'un escape game, tout simplement. Dans le principe des exits, dans le principe des unlocks. Alors, chacun avec son style de jeu. Donc, nous, on n'a pas encore joué à la gamme Évasion. J'aimerais beaucoup la tester. Il va falloir qu'on trouve le temps de se les procurer pour les tester parce que c'est des choses qui nous plaisent. Mais le principe, c'est ça. On est enfermé quelque part. Alors, dans Amnésie, cette fois-ci. On va se retrouver donc au milieu du 19e siècle et la justice a pris un tournant pour le moins désastreux. Désormais, quiconque enfreint la loi doit mériter d'aller en prison. Donc le gouvernement mondial organise un nouveau système en enfermant les criminels dans des complexes remplis de pièges mortels. Donc voilà, ça me fait penser un peu à Cube et tout ça. Vous voyez, on est enfermé quelque part et on va devoir s'évader sans mourir, quoi. Donc non, moi, ça me plaît, hein, ce genre de jeu, donc ça, clairement, on va y jouer. Mais après, c'est pas des jeux qu'on présente en live, parce que sinon, vous spoilerez tout le jeu. Donc, ça serait pas drôle pour vous. Donc, l'auteur, c'est Francisco Lorenzo, et l'illustrateur, c'est Jimmy Andreas Sanchez. Donc, ça va reprendre le principe du même jeu de Origins, qui est le tournoi de Camelot, qui était présent ici, d'accord? C'est pas une extension, c'est un standalone, mais qui peut se compléter avec le tournoi de Camelot. C'est un jeu de pli, ça va reprendre le même principe, où en fait c'est un jeu de pli, mais on ne veut pas faire de pli. À chaque fois qu'on va faire un pli, on va prendre des dégâts, des blessures. Donc on ne veut surtout pas faire de pli. Bien évidemment, il y a plein de cartes dans le jeu qui vont faire des exceptions. C'est-à-dire que le principe du jeu de base, c'est le 5 le 1, le 4 le 2, etc. Mais dès qu'on va jouer des cartes identiques, elles vont pouvoir se supprimer entre elles. Il y a des cartes qui vont nous permettre d'échanger des cartes avec nos adversaires, des cartes qui vont nous permettre de dire celle-ci s'annule, ou finalement c'est celle-ci qui l'emporte. C'est un jeu totalement de bluff, c'est un jeu totalement d'ambiance. Voilà. Mais le principe, c'est qu'il ne faut pas remporter de pli. Voilà. C'est vraiment quelque chose d'assez intéressant. Et évidemment, à la fin de la partie, on compte les points. Celui qui a le plus de plis prend des blessures. Et la partie s'arrête au bout d'un moment. Je ne sais plus combien de blessures ça a pris. Et à ce moment-là, je pense que de souvenir, c'est quand un joueur se retrouve éliminé, donc c'est-à-dire est à 0 point de vie, il est éliminé et ça met fin à la partie, on fait le décompte des points, tout simplement. Donc si vous avez aimé le tournoi de Camelot, vous pouvez prendre le tournoi d'Avalon avec, vous pouvez le mixer avec le tournoi de Camelot pour pouvoir jouer à plus que 6 joueurs, et pouvoir faire une grosse ambiance, voilà, donc et pouvoir vous amuser. Donc si vous aimez les jeux de pli, vous aimez un peu les jeux dans ce thème et tout ça, vous allez passer un bon moment. Nous, encore une fois, c'est pareil, c'est jeu de pli. Donc, jeu de pli, ils disent que c'est à 2 joueurs. Mais pour moi, un jeu de pli ne se joue pas à 2 joueurs. Ça se joue à 3, 4 joueurs minimum. Donc, c'est pas des jeux. The Crew. Oui, c'est assez rare. Mais... Ouais, mais The Crew, il est bien à 2. Oui, mais même non, parce qu'il y a le 3e. Même The Crew est meilleur à 4 qu'à 2. Ah oui, et la différence de Camelot, vous allez vous échanger des cartes. C'est-à-dire que vous allez prendre 3 cartes de votre main et vous allez les donner à votre adversaire de gauche. Ce qui veut dire que vous savez ce que votre adversaire a. Et donc si par exemple vous jouez le 8 jaune, et que vous savez que votre adversaire, si vous jouez le 2 jaune, vous savez que votre adversaire a le 1 jaune, vous pouvez le regarder en mode tu joues pas le 1 jaune s'il te plaît, tu fais pas ça, hein, parce que je sais que tu l'as. Donc voilà, ou à l'inverse, comme c'est dit, on peut faire des alliances et tout ça, donc voilà. Voilà un petit peu tout ce que je peux vous dire sur le tournoi d'Avalon. Hein. Love Letter Princesse et Princesse, c'est un Love Letter.
hein, qui reprend donc le même mécanique que Love Letter qu'on connaît, sauf qu'on va être dans le thème princesse. Donc voilà, on va jouer des conseillers du roi, roi fantôme, Olivier le dragon, etc. Mais sinon, ça reprend la même mécanique que Love Letter. Chacun va avoir un rôle, il va falloir essayer de trouver le rôle des gens, et en fonction du rôle, on va marquer des points. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin, ça change rien à la mécanique du jeu de Love Letter. Le jeu est édité par Renegade Games. Il va être localisé normalement par Ori Games. Voilà, tout à fait. L'auteur, c'est Seiji Kanai. Et l'illustrateur, c'est Cave Onei Wendy Zhu. C'est un jeu qu'on attend, que on se procurera, je pense, mais peut-être après Cannes, parce que c'est 17 février, donc on attendra peut-être après Cannes. Je pense qu'on le procurer, celui-là, parce qu'on va devoir l'acheter. Donc peut-être qu'il y sera à Cannes et qu'on pourra le prendre à ce moment-là. Bon, il sera sûrement présenté à Cannes. L'éditeur, c'est Garfield Games, c'est localisé en France par Pixie Games. L'auteur, c'est Sean Phillips et McDonald. Et l'illustrateur, c'est The Miko. C'est les jeux dans la gamme des PR, si vous voyez. PR City ou alors PR de la mer du Nord. Ça va reprendre un petit peu le même principe. Voilà. Et donc, ça va être un jeu de construction et de gestion d'ouvriers, tout simplement. Mais ça va être un jeu, en fait, bac à sable, tout simplement. Celui-ci, moi je vous le dis, on se le procurera et on vous le présentera. Je ne sais pas encore quand, mais voilà, moi j'ai envie d'y jouer à ce jeu, ça me fait très envie. Donc ça va être un jeu principalement de cartes, hein, quand même, au final. Ici, on a notre plateau où on va pouvoir faire des actions, mais en fait, principalement, on va avoir des cartes et on va construire un petit peu, vous voyez, notre paysage. Donc c'est assez joli, hein, ça permet de créer un joli paysage. On va avoir des cartes espace qui vont être placées en haut et des cartes terre et eau qui vont être placées donc en bas. En fonction des cartes, on va pouvoir faire des actions, tout simplement. Et en fonction de où on va se placer, on va aussi pouvoir faire des actions. Donc ça va être un jeu de gestion pure, hein, totalement, auquel on va devoir gérer un peu, j'ai envie de dire, notre collection. C'est pas vraiment une collection, parce que c'est des cartes qu'on va poser pour faire les actions, mais qui vont nous faire marquer un max de points. Et aussi la pose d'ouvrier. Donc je ne vais pas rentrer beaucoup plus dans les détails, mais sachez qu'en gros, par exemple, si on arrive à avoir dans une collection la Lune et le Soleil, on va marquer des points. Les météorites vont marquer des points d'une autre manière. Pareil pour tout ce qui va être Terre, elles vont marquer des points de certaines manières. Donc voilà. Donc non, ça m'a l'air très, très intéressant. On va vous le faire, donc je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Ici, là, vous avez donc, voilà, les cartes avec les actions qui sont associées. Et ici, donc, les personnages, vous allez venir vous placer pour faire les actions. On va se déplacer en fait petit à petit, qui va nous permettre de piocher des cartes, de construire des bâtiments, poser une météorite, voilà, piocher des cartes mères. Donc voilà, c'est assez intéressant. J'ai l'impression que c'est un jeu qui sort un peu de l'ordinaire, parce que c'est quelque chose que j'ai jamais vu. Là, ici, il y a une piste qu'on va pouvoir grimper, et en fonction de comment on se place, on va marquer des points. Donc non, voilà, moi, c'est vraiment un jeu que j'attends beaucoup. Donc, je rentre pas plus dans les détails, parce que bah, vous verrez une partie complète sur notre chaîne de ce jeu, hein, tout simplement. Mais ça m'a l'air très très bien. Déjà, c'est Yellow Expert. La plupart du temps, Yellow, sur leur catégorie expert, ils m'ont très peu déçu. En plus, duel uniquement, donc je dis un jeu à deux experts, ça m'intéresse vraiment. Et j'ai lu la mécanique, ça va jouer sur le voyage dans le temps. Et là, je dis, bon, ok, j'achète. Ça. Ah ouais, il adore. J'achète. Et en plus de ça, ça rajoute en plus quelque chose, c'est que ça va être un jeu évolutif. Ça va être un jeu comme, pour ceux qui connaissent, comme My City ou comme Le Projet. Vous allez avoir de base une règle assez classique, avec une première partie, on va dire, assez simple. Et petit à petit, là, vous allez ouvrir ces boîtes et rajouter des règles supplémentaires qui vont venir complètement changer le jeu et la manière de jouer. Et c'est vraiment quelque chose de très intéressant. La mécanique du jeu, qu'est-ce que c'est? En fait, on va avoir trois plateaux qui symbolisent le passé, le présent et le futur. D'accord? Et on a chacun des petits pions qui représentent un peu comme dans les échecs, des petits pions classiques. On peut se déplacer dans le jeu forcément de manière orthogonale, de gauche à droite. Le but du jeu, c'est on est deux adversaires et on se bat tous les deux pour dire que c'est nous qui avons inventé la machine à voyager dans le temps. Et comme on n'est pas d'accord, eh ben, on va se régler nos comptes. Et on va se tuer, en fait. On va devoir tuer notre adversaire. Pour gagner la partie, il faut qu'on arrive à contrôler au moins 2 plateaux sur les 3. Comment on va pouvoir tuer notre adversaire? Dans la règle de base, puisque je ne connais pas les versions évolutives, c'est assez simple, il suffit de pousser notre adversaire contre le mur. Dès que j'ai poussé un adversaire contre le mur, il est mort. Et donc il disparaît. Mais le truc rigolo, c'est qu'on va pouvoir se déplacer. Par exemple, ici, je peux aller me déplacer dans le futur. Et si je me déplace sur le plateau ici.
Si je me déplace dans le passé, par contre, je peux, mais je vais créer un autre moi. Ce qui veut dire qu'un autre pion va apparaître exactement au même endroit où j'étais par rapport à ce plateau. Par exemple, je suis dans cet angle ici, j'apparais immédiatement ici. Et donc, on va se retrouver à 2 contre 1, et je vais pouvoir essayer de le pousser, de le battre. On va pouvoir créer ce qu'on appelle des paradoxes. Ce qui veut dire que si j'ai 2 personnes identiques, et que là j'ai le blanc et qui vient me pousser, et qui me pousse sur le noir, on crée un paradoxe, puisque je me rencontre moi-même, donc c'est pas bon. Ah oui, c'est pas bon. Et du coup, les deux meurent. Donc voilà. Franchement, moi ça me hype de fou ce jeu. J'ai vraiment trop envie. D'une manière ou d'une autre, on vous le présentera parce que c'est juste, ça me donne juste trop envie d'y jouer. Je suis vraiment très très hypé par ce jeu. Je ne pense pas que je serai déçu. C'est des parties en plus assez courtes. On est sur une demi-heure de partie. Ah ouais, en plus. Il y a 4 chapitres dans le jeu où je pense que les règles évoluent. Je me demande si une fois qu'on n'a pas découvert les 4 règles, après il n'y a pas une rejouabilité un peu infinie où tu joues avec le jeu complet. Donc après, il faut voir. Hein. Ça me hype de fou, ce côté campagne, mission, voyage dans le temps, à deux. Il y a vraiment tout qui me plaît dans le jeu. Donc, d'une manière ou d'une autre, on vous le présentera ce jeu. Voilà, je vous le dis. Du coup, on n'a pas dit les auteurs. Donc, merci. Donc, c'est édité par Yellow. Alors, c'est localisé par Yellow parce que je crois que c'est à la base un jeu qui vient des États-Unis ou d'Angleterre, je sais pas. Alors, je sais pas l'éditeur de base, mais c'est localisé par Yellow. Donc, l'éditeur qui l'édite en France, c'est Yellow. L'auteur, c'est Peter Howard. Et l'illustrateur, c'est George Ross. Et donc ce jeu-là, vous pouvez être certain qu'il sera présent sur notre chaîne. Donc bah voilà, pour ceux qui savent la gamme d'Ecos, donc bah nouveau Ecos qui sort, donc violon qui sort chez Ravensburger, donc le 17 février. On prend les mêmes, on recommence, c'est-à-dire même style de jeu, dans une nouvelle histoire. Donc là cette fois-ci, on est en Autriche, en 1788, en pleine guerre civile. Et les cordeaux de feu mènent la vie dure à l'empereur. Et 2 cadavres sont découverts à la sortie d'un concert. On va devoir explorer les coulisses du théâtre et découvrir ce qui se cache dans cette affaire, donc Ecos, le violon. Donc voilà, même principe, c'est-à-dire qu'on va écouter ensemble et devoir refaire ce puzzle audio, tout simplement. Donc voilà, Ecos, le violon qui sort le 17 février. Et donc l'éditeur Ravensburger, l'auteur Dave Neal et Matthew Dunstan, Matthew Dunstan qu'on a vu récemment chez... c'est la Guilde des Marchands, je crois. Ouais, la Guilde des Expéditions Marchandes. Ouais, et l'illustrateur S. Bourguignon et Arnickel Design. C'est un jeu que je vous avais parlé il y a quelques temps, parce qu'il était annoncé aussi pour l'année dernière au départ. Et donc c'est un jeu qui va reprendre un petit peu la mécanique de Subterra. Moi j'ai retrouvé... Le meilleur exemple que je puisse vous dire, c'est que ça ressemble beaucoup à Subterra, pour être honnête. De là à dire qu'ils sont copiés quand même pas, mais franchement ça reprend vraiment très très proche. Je vais vous expliquer ça. Donc là, attendez, ça c'est la version. Voilà. Donc le principe, on va en fait explorer un colosse, d'accord? Il y a un colosse qui est inactif, et on est en train d'explorer un peu le côté mécanique dans le jeu, c'est-à-dire en fait on se balade dans le colosse qui est donc un colosse géant, et c'est un labyrinthe. Le but du jeu, c'est de trouver une clé, d'accord? Une fois qu'on a trouvé cette clé, il va falloir vite trouver la sortie, parce que petit à petit, les tuiles vont se détruire jusqu'à qu'il n'y en ait plus, hein, tout simplement. Donc un mélange avec Piège Obscur aussi, qui a ce côté de destruction de tuiles. Le côté différent avec ces deux jeux-là, c'est qu'on va avoir ici des engrenages. Et en fonction que sur la tuile constitue, par exemple si on est sur cette tuile-là, on va pouvoir tourner les engrenages et donc faire tourner les tuiles. Et donc des tuiles avec des engrenages vont pouvoir nous donner des nouvelles sorties. Le but, c'est qu'après on se retrouve tous sur une tuile sortie pour partir du colosse, tout simplement. Donc ça reprend quand même pas mal de mécaniques qu'on connaît. Moi j'aime bien ce style de jeu, donc je serais curieux de l'essayer. L'édition n'a pas l'air folle. Alors je sais pas si c'est la version finale du jeu, donc je voudrais pas dire de bêtises. Les tuiles ont l'air assez classique, mais alors ce système d'engrenage et comment on contrôle les tuiles et on va les tourner, ça a l'air quand même assez rigolo. Donc je pense pas qu'on vous présentera sur notre chaîne, mais je l'essaierai bien ce jeu. C'est un jeu que j'aurai plaisir, je pense, à essayer une partie pour voir ce que ça donne. Donc c'est un petit jeu, en plus petit format, donc voilà. Il y aura 4 joueurs. C'est édité par Matago, l'auteur c'est Big Morita et l'illustrateur Apollène Etienne. Moreta. Et Bridget Ndelicato. Donc non voilà, non, ça me hype pas mal quand même ce petit truc, là j'aime bien. Et donc là on va se balader, on va essayer de découvrir. Au début en fait on va révéler un max de tuiles jusqu'à qu'on trouve la clé. Et une fois qu'on a trouvé la clé, on doit sortir. Mais évidemment, le colosse va se réveiller et donc il n'est pas content, donc il faut vite sortir avant qu'on se retrouve coincé, tout simplement. Donc voilà ce que je peux vous dire sur le colosse mécanique, qui est un jeu qui avait fait pour ceux qui suivent Essen, avait fait un petit buzz à Essen,
Ça avait fait assez parler de lui. Alors moi, ce qui m'a intrigué, c'est ça. C'est un jeu de CGE. Et le dernier jeu de CGE qu'on a joué, est-ce que tu sais ce que c'est? Je m'en rappelle plus. C'est Héroïne perdue de Narak. Mais oui, j'allais te dire. Ah ouais. Donc, je m'utilise, si c'est aussi excellent que l'Héroïne perdue de Narak, ça va quand même nous plaire. Donc, édité par Yellow. Donc, encore une fois, c'est une localisation. Au départ, c'est un éditeur allemand, je crois, cette fois-ci. L'auteur, c'est Peter Hofgaard. Et l'illustrateur, c'est Merger. Oula, bon, je vais pas les prononcer. L'illustrateur, c'est désolé, ça va, ouais. Bon, si on doit le like, celui-là, tu vas t'amuser. Les illustrations, il y en a 4. Et tu sais, tu peux le marquer. Ouais. Hein, tu vas les marquer. Donc, franchement, c'est un jeu qui... Alors, ce qui me gêne dans ce jeu, c'est que ça reprend une mécanique, moi, qui me plaît pas trop. Ça reste la mécanique de l'espace. Et je trouve que le jeu est pas le plus joli que j'ai vu, pour être honnête. Avec des figurines, ça fait un peu un jeu années 90, vous voyez, avec des tuiles d'époque, des figurines un peu d'époque et tout ça. Donc, je sais pas ce que ça vaut. C'est pas le jeu qui m'a le plus hype. Moi, j'ai lu la règle, je me suis un peu renseigné. Ça m'a pas énormément hype. Surtout que le principe est quand même assez simple. Au final, ça va être de remplir des missions. Hein. On a notre vaisseau. Et vous voyez, ici, on a des cartes qui sont en fait des missions. Et on va devoir essayer de les remplir. Le petit twist intéressant, c'est ici. C'est cette mécanique de pose d'ouvriers. On va venir prendre des ouvriers et on va venir les poser pour faire des actions. Chaque ouvrier a une couleur et symbolise en fait dans notre vaisseau quelque chose de particulier. On va avoir le commandant, les gens de la sécurité, plutôt le sort de combattant, etc. Et quand on vient le poser, on fait l'action. Et après, en fait, il va venir se mettre à la queue leu, là, vous voyez, vers la fin. Et ils vont redevenir disponibles petit à petit. Ce qui fait que là, à l'heure actuelle, par exemple, j'ai cela disponible. Et là, j'ai le bleu qui va devenir disponible au tour suivant. Et je sais que les autres ne sont pas disponibles. Donc, ça va être un petit côté comme ça de comment vont redevenir disponibles mes ouvriers. Donc, au final, c'est un jeu de pose ouvrier assez classique. Hein, là-dessus, on va venir déployer, faire l'action. Les actions ont beaucoup d'influence sur le plateau principal qui va nous faire déplacer notre vaisseau. Il y a des pirates qu'on va vouloir attaquer. On va avoir des cartes ici qu'on va pouvoir déclencher à l'aide de nos ouvriers pour faire des actions. Tout ceci dans le but de marquer un maximum de points de victoire comme d'habitude. On est un peu dans ce style... vous voyez, j'allais dire Battlestar Galactica, mince, comment ça s'appelle le dessin animé d'enfance là, Star Trek, bah voilà, Star Trek, un peu dans Star Trek, etc. Merci Tibisounours. Donc voilà, dans Star Trek et tout ça, ça reprend un peu ça. D'ailleurs, le vaisseau, de ce que j'ai compris, ressemble beaucoup au vaisseau de Star Trek. Et on va avoir ici des dégâts qui sont mis, en fait, c'est ici qu'on va mettre les dégâts de notre vaisseau. Et en fait, on va avoir des moyens de débloquer ces dégâts pour un peu augmenter en fait notre vaisseau. C'est un peu le moyen un peu classique, on enlève des tuiles et ça nous permet d'upgrader notre vaisseau. Donc voilà, moi ça m'a pas plus hype que ça, celui-ci, donc je peux pas vous garantir qu'on le présentera sur notre chaîne. Donc c'est un jeu de Sorry Real Planet, l'auteur c'est Studio Soif et l'illustrateur c'est David Silbon. Donc Gozu lui va être un jeu totalement de cartes, d'affrontement, d'accord ? Le principe du jeu, on va avoir ici ce qu'on appelle une ligne, qui va être nos troupes. On va avoir ici une ligne qui s'appelle nos héros, et une ligne ici qui s'appelle les immortels. Le principe du jeu, donc c'est un jeu exclusivement à 2 joueurs, qui sont une partie d'une demi-heure. Ça va se jouer en manche. À la fin de la manche, on regarde qui gagne le combat, et il remporte un petit jeton. Dès qu'on a 2 jetons comme ceci, on remporte la partie. À notre tour de jeu, on va pouvoir jouer une troupe de notre choix. Sachant qu'au début de la partie, comme c'est vide, on joue celle qu'on veut, c'est gratuit. À partir du moment où j'ai une troupe d'une couleur, si je veux jouer une troupe d'une autre couleur, je vais devoir payer une pénalité, parce que je ne mets pas la même couleur. Et à ce moment-là, je paye, je crois, si je dis pas de bêtises, 2 cartes. Et je peux faire ça ainsi de suite pour poser des troupes. Si je veux poser un héros, il faut que j'ai au moins une troupe d'une couleur. Donc si j'ai une troupe grise, je peux poser un héros gris. Et je vous la donne en 1000. Si je veux poser un immortel, il faut que j'ai au moins un de chaque pour pouvoir le poser. Ça va être une des actions qu'on peut faire du jeu, qui est l'action donc poser une carte en fait, qui est l'action recruter si vous préférez, qui va nous permettre de jouer toutes ces cartes ici, qui vont avoir des pouvoirs bien évidemment lors du combat. Autre action qu'on peut faire, c'est la relève. La relève, ça va être de remplacer une carte par une autre en payant un coup. Et là, à ce moment-là, il n'y a pas d'histoire pour que ça soit de la même couleur ou pas. Donc ça va être intéressant pour construire son système. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à tout moment, on peut passer. Quand on passe, à ce moment-là, on met fin au tour de jeu et l'autre joueur va avoir 3 tours pour poser des cartes et terminer sa manche. Et à ce moment-là, on résout le combat. Comment on résout le combat ? On va additionner les forces en fait,
des deux troupes, des deux affrontements, et celui qui a la plus forte force remporte le combat, tout simplement. Je vous passe les détails, qu'évidemment, il y a plein d'effets qui vont faire changer le jeu, hein, sinon ça serait beaucoup trop simple. On peut gagner aussi la partie si on arrive à faire l'effet spécial de notre immortel, chacun en a un de notre côté. Et on peut aussi gagner la partie si, je sais plus, il y a une histoire de jetons d'activation. Ça, c'est des jetons d'activation qu'on peut utiliser pour poser sur nos troupes et nos héros pour avoir des réductions. Et on peut aussi s'en servir, mais pour autre chose, mais je ne sais plus de tête. En tout cas, ça a l'air d'être un bon petit jeu d'affrontement. Alors moi, les jeux d'affrontement de pure carte comme ça, c'est pas trop ma cam. Evergreen, qui est donc un jeu édité par Gigamic, l'auteur est Ajlar H, et l'illustrateur Wengi Jeng. Jeng. Et ce jeu-là, je l'ai lu, ça m'a l'air intéressant parce que ça reprend le principe naturel, c'est-à-dire de la pousse d'un arbre, qui va démarrer de sa souche jusqu'à devenir un grand arbre. Non. Ça, c'est assez intéressant puisqu'on va d'abord poser une souche et ensuite on va pouvoir le transformer en petit arbre. Ouais. Et ce petit arbre, on va pouvoir le transformer en grand arbre. Ça me plaît. Ouais, moi le jeu m'a bien hypé. En plus, donc on va jouer des cartes comme ceci qui vont faire les points de victoire en fin de partie. C'est-à-dire que on va avoir 3 cartes qui vont être posées devant nous. Le joueur A va en prendre une, le joueur B va en prendre une. Il en restera une qui ira se mettre dans une collection en haut. Et plus il va y avoir de cartes d'une collection, plus ces cartes vont rapporter des points. Par exemple, celle-ci, elle rapporte 1 point en fin de partie pour tous les arbres, les grands arbres seulement, qui seront présents dans la région marron. La région marron, c'est la région qui est présente ici. D'accord. Donc, plus on va laisser des cartes, plus on va essayer de marquer des points. Évidemment, ces cartes, quand on les prend nous, on va faire l'action de la carte. Par exemple, cette action-là nous permet de faire pousser un arbre. Ou alors de upgrader un arbre, au choix. Et en fonction, il y a une histoire d'adjacence, on va pouvoir augmenter plus d'arbres. On a chacun un plateau personnel comme ceci, avec un système qui va nous faire améliorer notre plateau. C'est un jeu sur la nature, j'allais dire, c'est pas inédit, c'est un peu la mode en ce moment, les jeux sur la nature. Mais celui-ci a l'air d'avoir une mécanique qui sort un peu de l'ordinaire. Faut voir si ça fonctionne. Ça a l'air d'être double couche, non? Oui, c'est creusé, tout à fait. Le matos, c'est assez sympa. Bon, le jeu à 45 €, hein, donc voilà, c'est dans les prix standards maintenant des jeux de société, malheureusement. Et ça m'a l'air intéressant, ça m'attire en tout cas. Donc, Saré va être un... Merci Santo. Saré, donc, lui, va reprendre c'est une mécanique de stop ou encore. Donc, ça va être une mécanique de stop ou encore. En fait, on va avoir chacun un plateau. Nostromo Édition. Exactement, chez Nostromo Édition, c'est donc le même éditeur que Ateria. Donc, c'est son deuxième jeu. Et c'est un jeu, en fait, qui est dans les thèmes Égypte, où, en fait, on va construire des bâtiments. Donc, il y a un côté un petit peu esclave, hein, puisqu'on va avoir des esclaves qui vont construire pour nous les bâtiments, et on va pouvoir les fouetter pour qu'ils puissent travailler plus vite et mieux, si on peut. Le principe du jeu, c'est un principe de stop ou encore. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va piocher des cartes jusqu'à qu'on s'arrête. Parce que le jeu va nous imposer d'arrêter de s'arrêter, parce qu'évidemment, on aura pioché une carte qu'il ne fallait pas. Et c'est ça qui va nous donner nos ressources, tout simplement. Et les ressources vont venir se cumuler ici. Ici, on a justement la piste de mécontentement. C'est-à-dire que les gens vont les fouetter, mais au bout d'un moment, à chaque fois qu'on les fouette, on monte. Si on monte un peu trop haut, et qu'on atteint ce niveau rouge, c'est la révolution. Et donc là, ils vont s'attaquer à nos bâtiments, et là, ça va pas bien se passer pour nous. Le but, c'est évidemment de construire, pour gagner la partie, il faut réussir à construire 3 bâtiments. Alors, je sais plus lesquels précisément, mais il faut construire 3 bâtiments uniques. Il y a dedans la pyramide, il y a, je sais plus, il y a 3 bâtiments. Voilà. Dès qu'un joueur arrive à construire ces 3 bâtiments, il remporte la partie. En fonction de où on se place, on va gagner des ressources, en fait, sur notre bâtiment. D'abord, les bâtiments, on va d'abord les plater, on va les mettre en chantier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, voilà, on est en train de le construire, mais il n'est pas encore construit. Et ensuite, on va pouvoir dépenser les ressources pour dire, bon voilà, ça y est, il est construit, le truc. Il y a des bâtiments qui vont nous permettre de gagner plus de ressources. Par exemple, celui-ci, il va nous dire, vous gagnez telle ressource à tel moment, celui-ci aussi. On n'a pas le droit d'avoir des bâtiments identiques, évidemment. Et donc, c'est comme ça que va fonctionner. Et ça, c'est la mécanique de stop ou encore, c'est-à-dire que c'est les cartes qu'on va piocher, qu'on va se partager entre nous. Chacun va jouer. Et en fonction de ce qui sort, on va pouvoir s'attaquer entre nous. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui vont avoir une influence sur tout le monde. Et tout le monde va avoir sa piste de mécontentement qui monte. Donc, oui, qui sera localisée par Atalia, en France. L'auteur, c'est Dean Maurice, et l'illustrateur, c'est Dan Mail. Donc, Florence, c'est le dernier...
je sais pas. C'est le dernier jeu de la collection avec Ragusa et Venise. Dont... Ah bah oui, ça y ressemble. Ouais. Dont un qui a beaucoup marché, Ragusa, qui a fait pas mal parler de lui, qui a plutôt bien marché, et Venise qui au contraire a été un petit flop, malheureusement. Je ne sais pas comment sera placé Florence. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça va être un jeu de contrôle de majorité du territoire, encore une fois. Donc, ouais, c'est pas la meilleure vue, mais bon. Ici, on va voir le plateau, et ici, on va voir des charrettes qui vont se balader. Et c'est ces charrettes qui vont nous faire gagner des ressources. En fait, il va y avoir des bâtiments sur lesquels on va avoir justement une question de majorité. Et chacun va réagir d'une manière différente en fonction quand la charrette va passer. Il y en a certains qui vont récompenser les joueurs qui sont le plus tôt, d'autres qui vont récompenser les joueurs qui sont plus à la fin, d'autres qui vont récompenser les opportunistes. Donc, faut voir comment fonctionne complètement le jeu. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est un jeu où on va pouvoir se déplacer, tout simplement. On va pouvoir faire des cadeaux, c'est-à-dire que vous voyez, on a les personnages qui s'arrêtent devant la charrette, on lui donne un cadeau et on va gagner de l'argent. Sinon, ça va être un jeu voilà, de contrôle sur les régions et de savoir bien se placer au bon moment, quand les charrettes vont passer. J'ai eu du mal à trouver des règles précises du jeu. Donc là, ici, c'est notre plateau personnel avec nos ouvriers qu'on va venir placer donc, dans Florence, tout simplement. En tout cas, le matériel est assez joli. Chaque bâtiment va avoir des épées et des points de victoire en fonction du contrôle. Il y a du rouge ou pas? Pas attention. Et là, c'est la roue qui va tourner en fait pour nous dire quelle charrette va s'activer à ce tour, tout simplement. Donc avec un matos assez sympa. Franchement, assez joli là. Je sais pas si les petites boîtes seront présentes dedans, c'est possible. Je crois que dans Ragusa, il y est. Hein. Donc ça va être présent dedans. Donc c'est le dernier de la collection de leur trilogie dans les jeux donc sur les villes méditerranéennes. Donc après Venise et Ragusa, il y a Florence qui arrive. Je suis intéressé. Le jeu qui a fait la hype à SN où tout le monde voulait son Woodcraft évidemment. Ah ouais. C'est le dernier de la gamme Delicious Games qui est donc le dernier de Vladimir Sushi. L'éditeur qui va le localiser en France, c'est Ultrafun Games. Et l'illustrateur, Michel Beige. Donc ce jeu sera présent à Cannes, je pense. Donc c'est vraiment un jeu que j'aimerais essayer à Cannes. Alors après, c'est un jeu assez long. Donc on verra si on l'essaiera à Cannes. Ouais, au moins deux tours ou quoi pour voir la méca. Ouais, pour voir les règles. C'est qu'ils ont repris cette mécanique de roue qui était présente dans Praga. Dans Praga Caputrini, c'est cette mécanique de roue qui va nous faire des actions. On va venir en fait placer notre tuile sur la roue, tout simplement, pour pouvoir faire l'action de la roue. Et cette roue va tourner, en fait, tout simplement. Donc, en fonction de ça, on va pouvoir faire des actions et on va être limité. On va pas pouvoir faire toutes les actions du jeu. Thématiquement, en fait, on est en train de fabriquer nos objets en bois. Là, vous voyez, on est en train de fabriquer un coffre en bois, un violon en bois, etc. Je ne vais pas vous le cacher, je pense que ça fait partie des jeux où la thématique est assez vite oubliée par rapport à la mécanisme du jeu. Au mécanisme. Ici, on a plein de pistes différentes pour marquer des points. On va venir ici poser nos cartes. Ici, on a un système de pyramide assez classique où évidemment, pour monter ici, il va falloir faire le bas pour pouvoir monter. Et c'est un jeu 2D aussi. Je vais pas vous dire de bêtises, je ne me suis pas renseigné énormément sur les règles. Par contre, c'est un jeu que j'attends, que j'ai envie de tester. Et en fonction de mon retour, je verrai si on vous le présente ou pas sur la chaîne. Ici, vous avez la piste de score, tout simplement pour monter les points. Alors, c'est un jeu, moi, dans le style de jeu que j'aime pas, c'est-à-dire c'est un jeu à rôle caché. Non, c'est pas un jeu à rôle caché, excusez-moi, je confonds de jeu. C'est un jeu, en fait, il va y avoir deux équipes. Chaque équipe va avoir un médium. Et, enfin, plusieurs médiums, pardon, et quelqu'un qui va devoir faire deviner. C'est une sorte de party game, jeu d'ambiance. Le principe du jeu, c'est qu'en fait, chacun va demander un indice sur ce qu'il doit faire deviner. Et la personne va commencer à écrire les lettres, mais elle va les écrire lentement. Pourquoi elle va les écrire lentement? Parce qu'en fait, le médium communique avec la personne qui l'a deviné. Donc par exemple, moi et Gaël, on est dans la même équipe, je vais lui dire donne-moi un indice sur ça. Par exemple, est-ce que c'est quelque chose qui porte ou quoi. Mais notre équipe ne sait pas ce que j'ai demandé comme indice. Par contre, l'autre équipe adverse voit le mot. D'accord? Et comme les deux ont la même personne à faire deviner, ils peuvent s'aider de notre indice à nous pour trouver, évidemment, puisque c'est le premier qui trouve qui gagne le mot. Le truc, c'est que du coup, ils vont écrire doucement les lettres pour écrire l'indice. Et nous, à tout moment, on va pouvoir dire stop, arrête d'écrire, c'est bon, je sais ce que c'est le mot. Nous, on sait ce que c'est le mot parce qu'on lui a posé la question. Les autres ne savent pas ce que c'est le mot. Du coup, ils se retrouvent qu'avec des lettres
et ça leur permet de leur donner le moins d'indices possible à nos adversaires. Et ça reste un jeu de course, puisqu'évidemment on va lui poser des questions et le plus vite possible il va falloir répondre. Donc ça reprend un peu le Ouija un peu Edis, parce que voilà, ça se côté, on écrit les lettres, etc. Et le but c'est de trouver plus rapidement. C'est un party game, donc moi, nous c'est pas notre cam plus que ça, mais voilà, ça doit fonctionner, ça doit être rigolo, ça se joue de 4 à 8 joueurs. Ah ouais, ok. Donc voilà. Voilà ce que je peux vous dire, c'est édité par Gigamic, encore une fois. L'auteur c'est Mary Flanagan et Max Edman, et l'illustrateur c'est Spring. Celui-ci m'attire beaucoup plus que Saré. Donc encore une fois, l'auteur c'est François Bachelard, l'illustrateur Lucie Mercier, et l'éditeur Nostromo Édition. Ça va être un jeu qui va jouer sur des golems. En fait, en gros, le but du jeu, c'est qu'on va poser des tuiles. On va les poser de manière stratégique, parce que chaque tuile va faire des attaques avec des golems sur les côtés, en fonction de la tuile, hein, évidemment. Là, par exemple, celle-ci, elle dit qu'elle met 4 golems ici. C'est pour ça qu'il y a 4 golems ici. Cette tuile, elle disait qu'elle mettait un golem ici. Et cette tuile, elle disait qu'elle mettait un golem ici. Le but du jeu, c'est un jeu de majorité. Il va falloir contrôler un maximum de tuiles. D'accord? Ça, c'est sûrement, je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense que c'est notre point de départ. Et on va devoir se battre les tuiles tout simplement pour marquer un max de points de victoire. Voilà. Les tuiles, certaines valent des points plus que d'autres. Celle-ci vaut 3 points. Celle-ci, a priori, valent que 1 point. Et donc, ça va être un jeu, pur jeu de comment je me place pour t'attaquer, puisque là, par exemple, on voit qu'ici, c'est le vert qui a la majorité. On voit qu'ici, c'est le rose, etc. Et on va essayer de gagner un max de majorité. Et voilà, donc ici, vous avez en fait le jeu de base. On choisit l'une des 2 tuiles qu'on a en main. On la place contre l'une des tuiles qui est déjà posée. Et on va placer mon magicien accompagné d'un golem à côté, en fonction de la tuile. Donc là, par exemple, je place mon magicien, le golem dessus. Et là, je vais pouvoir poser un golem sur cette tuile. Je lance les sorts indiqués sur la tuile. Donc ça, c'est les sorts qui sont présents pour que j'envoie en fait tout simplement les golems au combat pour remporter le contrôle de la tuile. Voilà. Et ensuite, au joueur suivant de jouer, on tourne ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment un jeu qui m'intéresse. Si on aime, c'est un jeu qu'on vous présentera sur notre chaîne, parce que ça, c'est un jeu qui m'attire pas mal. Qui a l'air assez simple, assez rapide. Voilà, on est sur 20 minutes de partie. Je pense que ça fonctionne aussi bien à 2 qu'à 4. Maintenant, moi, c'est checklist de Cannes, ça. J'ai envie de le tester. Ça me plaît. Après, je me méfie, parce que comme il y a côté majorité, souvent le côté majorité, par expérience, c'est des jeux qui fonctionnent mieux à 4 qu'à 2. Donc, il faut que je vois si à 2, ça fonctionne. Mais voilà, c'est un petit jeu assez intéressant. Donc, Rivality. C'est un jeu, encore une fois, de majorité. C'est un jeu qui est édité par Brashes Games. L'auteur, c'est Julien Griffon. Et l'illustrateur, c'est Olivier Derouet. Le principe du jeu, ça va être un jeu de majorité. Donc, en fait, on va devoir contrôler un maximum de zones pour gagner des fromages, puisqu'on joue des souris. Donc, là, vous voyez, en fait, on a des territoires qu'on va essayer de contrôler qui sont divisés. Là, vous voyez, on a un grand territoire ici. Ici, on a des petits territoires. Et ici, donc, c'est nos rats qui sont représentés et qui vont donc, au début de la partie, on en a de partout. D'accord? Tous les rats sont posés et on en a de partout. Ils vont se multiplier entre eux, évidemment. Et le but, c'est de contrôler un maximum de territoire à la fin de la manche pour marquer des points. Ce qui va se passer, le côté assez rigolo, c'est qu'à la fin de la manche, il y a le chat qui attaque. Et le chat, il va venir détruire un territoire. Et évidemment, il va tuer tous les rats qui sont présents dessus. Et donc, petit à petit, le plateau va se réduire jusqu'à quasiment disparaître. Il va falloir être stratégique de savoir sur quel territoire on se place, quel territoire risque d'attaquer le chat, et évidemment, gagner un max de majorité. Très clairement, ça, je pense que c'est un jeu qui à 2 ne fonctionne pas énormément. Je pense que c'est un jeu qui va être meilleur à 3-4 parce que ça a l'air vraiment un jeu full majorité de partout. Je n'ai trouvé aucune info sur les règles, c'est-à-dire je ne sais pas comment fonctionne la majorité, je ne sais pas comment fonctionne le déplacement dans le jeu. Mais voilà, j'avais lu qu'il y avait une histoire de fromage là qu'on a ici. Présente ici, tout à fait. Mais je n'ai pas d'infos sur la mécanique du jeu. Je ne sais pas, à part que c'est un jeu de majorité, je ne sais pas comment on se déplace, je ne sais pas comment les rats... comment on organise ça, si on joue des cartes, pas des cartes. Voilà, malheureusement, j'ai très peu d'images, très peu de photos sur le jeu. Ouais, c'est la gamme des enquêtes de Blam, c'est-à-dire un peu, chaque éditeur commence à avoir un peu son jeu d'enquête. Voilà, Blam a fait le sien, donc qui va être un jeu à la suspect et tout ça, mais en beaucoup plus simple quand même. On va devoir résoudre une enquête, mais alors c'est le nom, c'est express, donc c'est-à-dire c'est fait pour être rapide. Donc on est sur des enquêtes d'environ une demi-heure, qui sont là pour être accessibles aussi, elles ne sont pas trop dures. Et on va devoir résoudre une enquête pour consulter des cartes, tout simplement. Donc voilà, lors d'une enquête, chaque joueur est autorisé à consulter uniquement une partie des indices. Et c'est en partageant et en récupérant les infos que les joueurs peuvent ensemble éliminer l'intrigue.
Donc chacun va avoir des indices et on va devoir un peu se mettre d'accord entre nous en disant moi j'ai un indice sur ça pour pouvoir résoudre l'enquête. On a un scénario démo qu'il faudrait qu'on teste pour avoir plus d'infos. Voilà, bah, si vous aimez les jeux d'enquête, je pense que voilà, ça fait partie des jeux qui pourraient vous plaire et vous intéresser en fait. Donc ça sort chez Blam et c'est édité par Antonin Bocara, donc qui est un auteur quand même un petit peu connu. Donc ça vaut le coup quand même de s'y arrêter, je pense. Alors Fish and Sheet reprend une mécanique cette fois-ci de jeu à rôle caché, où on va devoir tenter d'influencer les autres joueurs pour les orienter vers la mauvaise réponse. En fait, moi ça m'a fait penser à comment dire, à Bluffer. En fait, il y a un joueur qui va poser une question, qui va être il va incarner un poisson d'une couleur, je sais plus lequel. Les autres joueurs sont les poissons rouges. Poisson rouge, ça veut dire j'ai oublié. En gros, ils ne savent pas la réponse. En fait, la plupart du temps, la plupart du temps, c'est des questions qu'on ne connaît pas la réponse. Mais parmi ces joueurs, il y a un des joueurs qui est le poisson bleu. Lui, il connaît la vraie réponse. Ils vont chacun dire la réponse. Les poissons rouges vont devoir essayer de convaincre le joueur qui a posé la question que c'est eux qui ont la bonne réponse. Et que la bonne réponse, c'est ça. Le poisson bleu, lui, va devoir convaincre que lui, c'est lui qui a vraiment la bonne réponse et que c'est lui qu'il faut qu'il choisisse. D'accord. Et évidemment, en fonction, on va marquer des points. Qui on choisit, etc. comme réponse. Et on peut pas dire c'est moi, je sais la réponse. Bah oui, sauf qu'ils sont plusieurs à le dire puisque c'est un jeu de bluff. Non mais moi tu le vois avant. C'est un jeu de bluff, donc tout le monde va dire c'est moi qui ai la bonne réponse. La bonne réponse, c'est ça. Le but du poisson bleu, c'est de dire mais tu vois bien que la réponse qu'il dit, c'est n'importe quoi. Moi, la bonne réponse, c'est ça. Tu vois bien que c'est logique, c'est... Voilà, tu vois. Donc ça reprend un peu la mécanique de bluffer, voilà. Donc bon, moi j'aime bien cette mécanique de bluffer, donc je sais que c'est un style de jeu qui me plaira à jouer entre amis. Ouais, mais voilà, c'est à partir de 4. Bah, c'est fait pour jouer entre amis, de toute manière. Ouais. Donc voilà, l'auteur c'est Robbie Peace et l'illustrateur c'est Big Potatoes Games. Donc, le journal de Darwin en français. L'éditeur c'est Punter Griff Games. L'auteur c'est Nestor Mangone et Simone Luciani. L'illustrateur c'est Paolo Voto. Alors c'est un jeu qui a un retard de plus d'1 an, je crois. Donc normalement c'est annoncé pour février. Pour être honnête avec vous, c'est pas bon signe quand on met juste février. Parce que, en général, si ça annonce février, c'est-à-dire que c'est pour mars ou avril. Hein. Par expérience, voilà, c'est ça. C'est un jeu totalement expert. Le plus proche que j'aurais envie de vous dire, moi, ça m'a fait penser à Newton. Littéralement. Ça m'a fait penser à la mécanique de Newton. Ah ouais. Moi, c'est un jeu qui m'attire énormément. C'est pas le même illustrateur, du coup Je ne sais pas. C'est un pur jeu de pose d'ouvrier. Je pense que le thème d'ailleurs, pour être honnête, je ne sais pas si vous l'avez pris pour le thème, ceux qui l'ont kickstarté, je pense que le thème on l'oublie assez vite malheureusement. Le principe c'est qu'on a des ouvriers qu'on va pouvoir donc poser pour faire des actions. Ça c'est assez simple. On a des loops. Là vous voyez, les loops c'est les zones où on va pouvoir venir poser nos ouvriers. Il y a plein de zones possibles. Il y a la zone ici du courrier auquel on va essayer de timbrer nos postes pour marquer des points. Ici, ce sont toutes les zones où on va pouvoir faire des actions. En fonction si on joue à 2 ou 4 joueurs, on va venir se placer, on va déclencher ces cases ou pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand la loupe est grande comme ceci, tout le monde peut y aller. Le premier joueur qui y va, c'est gratuit. Le deuxième joueur qui y va, mais il va avoir une pénalité, puisqu'il y a déjà quelqu'un qui est présent. Et vous allez avoir aussi des petites loupes présentes à plusieurs endroits, comme ici, où là, cette fois-ci, c'est premier arrivé, premier servi. On a la petite loupe ici aussi, par exemple. Donc, pur jeu de pose ouvrier pour faire un max de points, une belle salade de points. Ici, on a notre petit bateau qui va avancer. Ça, c'est le bateau principal qui va déclencher des points de victoire à chaque zone. Il va falloir le suivre. Si on n'arrive pas à le suivre, on va avoir des pénalités. Donc, quand il est là, il va falloir essayer de le dépasser pour marquer les points de victoire. Sinon, on va prendre les points de victoire en pénalité. Et à chaque fois qu'on franchit une zone, on va pouvoir mettre un personnage ici qui va pouvoir aller explorer les îles. Je crois que c'est des îles de Galapagos, un truc comme ça. Ils vont pouvoir explorer chacun une île, et évidemment en explorant ces îles, on va pouvoir marquer des points, débloquer des actions, des bonus. Et ça m'a l'air vraiment très sympa. Ici, on va pouvoir observer des spécimens qu'on va pouvoir mettre ici. Ici, il y a une histoire de tampons. Donc non, ça m'a l'air vraiment un bon gros jeu complet. Donc là, vous voyez d'un peu plus près les bateaux. J'aurais aimé vous montrer le plateau personnel. Je ne sais pas si je l'ai. Donc là, ici, on a notre plateau personnel. Et plus on va avancer dans nos zones, plus on va pouvoir faire des actions puissantes, en fait.
Et il y a aussi des cartes ici qu'on va pouvoir collectionner. Donc ça mélange beaucoup de mécaniques, même si la mécanique principale reste le poste d'ouvrier. Franchement, ça me hype énormément. Vraiment beaucoup, beaucoup. Moi, j'aime beaucoup ce style de jeu, là, gros jeu comme ça. Donc Saigon 75, qui est un jeu, a priori, qui date aussi d'un moment niveau sortie. Alors ça, pour être honnête, c'est pas du tout un jeu qui me hype du tout. C'est un jeu qui reprend la guerre, hein, la guerre du Vietnam. Donc on a le Vietnam Nord contre le Vietnam Sud. C'est un pur jeu de bataille, d'accord, à la limite du Warhammer, j'allais dire, où un joueur va incarner donc le Vietnam Sud, un joueur va incarner le Vietnam Nord, ils vont se taper dessus, ils vont faire une contrôle de majorité de territoire en se faisant la guerre. C'est un jeu très stratégique et en même temps c'est aussi à coups de dés qui vont résoudre les combats. Donc moi ça m'attire pas énormément. C'est un jeu par contre qui se joue à 2 joueurs, hein. Donc voilà. C'est un jeu qui va être édité par Neuf Publishing. L'auteur c'est Pascal Toubi et Jean-Philippe Barcus et l'illustrateur c'est Tania Sanchez. Ça fait vraiment jeu ancien en fait. J'ai l'impression que c'est un. Je sais pas depuis combien de temps existe le jeu, mais ça fait pas trop moderne. Moi ça m'attire pas trop. Après il trouvera je pense son public, hein, puisque s'il le sort c'est que c'est un jeu qui plaît, mais voilà. C'est un pur jeu de contrôle de territoire et d'affrontement. Voilà ce que je peux vous dire. Sur Saigon 75. C'est un pur jeu de déduction de code, cette fois-ci. Si vous avez aimé Turing Machine, par exemple, c'est ce style de jeu que vous allez aimer. Pour reprendre quand même rapidement la mécanique de The Lost Code. On va avoir ici des tuiles. On va devoir trouver un code, d'accord, à l'aide de cette machine-là bizarroïde. Le principe du jeu, on a ici des tuiles où nous, on voit un côté, mais on ne voit pas l'autre. Évidemment, ce n'est pas les mêmes couleurs. Si ici, j'ai du jaune, de l'autre côté, j'ai peut-être du bleu, je ne sais pas. Par contre, je sais qu'il y a tant de bleu, tant de jaune, tant de rose dans le jeu. Et en voyant les tuiles de mes adversaires, je sais combien il y a de chiffres. Là, par exemple, j'ai le 2, le 0, le 5, etc. Et je sais combien à ma valeur. Tous les bleus, c'est des 2, tous les verts, c'est des... chaque couleur est numérotée de 0 à 9. Et en fonction, je peux éliminer des couleurs. Par exemple, je peux dire, ah ben il a le 2 vert, donc je sais que le 2 vert, je ne l'ai pas. Ah, il a le 3 bleu, je sais que j'ai pas le 3 bleu. Ah, il a le 2 bleu, voilà, etc. Et on va, en fait, faire une annonce de si on additionne toutes nos tuiles, quel chiffre on a. Et on va pouvoir faire des marges d'erreur. On va pouvoir dire, par exemple, si je prends une marge d'erreur ici, je vais pouvoir dire que mon chiffre est compris entre 1 et 4, tout simplement. Ici, si ça vaut 4 points, cette fois-ci, j'ai une marge d'erreur que de 3 chiffres. Je peux carrément marquer les 5 points et j'ai une marge d'erreur de aucun chiffre. Et à ce moment-là, j'annonce pile poil le bon chiffre. Là, je peux vous dire que c'est dur. Et on peut faire évidemment des marges d'erreur de plus en plus grosses. 1 nous donne une marge d'erreur de tout ça. Si j'ai raison, je marque les points. Si j'ai tort, je marque pas de points, mais ça me permet d'éliminer. Ouais. Le but, c'est évidemment de trouver le plus souvent possible notre code pour marquer un maximum de points. On a ici un papier derrière notre paravent où on va pouvoir barrer en fait les cases. Par exemple, si je vois les cases adverses, je vais pouvoir déjà barrer toutes les cases adverses, tout simplement. Puisque la somme des adversaires, s'ils les ont, moi je sais que je les ai pas, forcément. Donc voilà, ça permet de réfléchir, c'est vraiment un bon jeu de déduction. Moi qui suis pas fan de Turing Machine, celui-ci me hype beaucoup plus que Turing Machine, de par la beauté du jeu en plus. C'est clair que c'est un très joli jeu. Donc ça donne bien envie à tester. Moi, ce jeu-là me donne beaucoup plus envie. Pourtant, je suis pas fan des jeux de déduction. Et alors, là, je pense que ce qu'on voit ici, ça doit être une version peut-être un peu de luxe, parce que je pense pas qu'à 27 €, on ait tout ce qu'il y a là. Ou alors, on est vraiment sur un rapport qualité-prix plus que correct. Donc, Fighter of Pacific, donc toujours pareil, je vous le répète, ça sort en février. Il n'y a pas de date précise, ce qui veut dire qu'autant ça sort en mars ou en avril, voire même plus loin. Des fois, on a déjà des surprises. Fighter Pacific va reprendre la bataille qui a eu lieu en 1942, en fait, sur le Pacifique. Sauf que ça va reprendre une bataille d'avion, tout simplement. C'est issu d'un Kickstarter, tout à fait, et c'est très stratégique. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas de place à la chance dans ce jeu. Et c'est vraiment un jeu où on va contrôler notre bataillon d'avions, et on va devoir tout simplement essayer de tuer notre adversaire. Je vais essayer de vous montrer des photos de près. Et donc là, vous voyez, on va se déplacer ici de petit à petit en fait avec nos bataillons. Évidemment, notre plateau va nous faire des attaques, donc on va pouvoir attaquer.
encore une fois, on va être à la limite du Warhammer parce que ça va être vraiment hyper stratégique. Je me place là, je te tape là. Par contre, il n'y a pas comme dans un Warhammer une petite réglette comme beaucoup connaissent et j'avance de temps et tout ça. Là, on va se déplacer avec un nombre de cases en fonction de nos bataillons. On a aussi des bateaux hein, qui seront présents. Là, vous voyez, on a le porte-avions, tout simplement. On a aussi des îles ici qui sont présentes. Et tout ceci va faire un bon combat. Pour être honnête, je connais Gaelou, je pense que c'est pas du tout la cam de Gaelou, ce style de jeu. Regardez comme ça. Bon. Donc on ne vous présentera pas ça parce que je sais que Gaelou elle aime pas ce style de jeu, donc je vais pas me prendre la tête à présenter un jeu qui est pas du tout pour elle. C'est trop stratégique en fait ce jeu, c'est trop précis, trop au calcul et tout ça, et je sais que Gaelou elle aimera pas ce style de jeu trop comme ça. Mais après il est vite le plateau. Eh oui, il fait très vite parce qu'en fait on a des petits bataillons qui vont vraiment se déplacer dans les airs. Après je pense qu'il là ils font tâche les îles là. Je pense qu'il est très thématique après aussi, donc faut voir. Moi je pense que c'est un jeu que j'apprécierais de faire une partie, mais c'est pas un jeu que je vais me procurer. Donc Maître Grimm, pareil, annoncé pour février, chez Blue Orange. L'auteur c'est Thomas Dupont et Anthony Guilaine. Et l'illustrateur c'est Marc Oliver. Merci. Dans Make a Dream, on va devoir faire des rêves. On va créer Make a Dream, fabriquer des rêves. Donc vous allez voir, c'est quelque chose d'assez intéressant. C'est super, j'ai pas de photos. J'adore quand j'ai pas de photos. Moi j'ai juste ça. Alors le principe en fait, on va pouvoir récupérer des machines, d'accord, qui vont être présentes ici, d'accord, elles vont être présentes sur ce plateau. Et ici, on va avoir des tuiles qui vont sortir. En fait. Le but du jeu, ça va être de récupérer sur son plateau personnel un maximum de tuiles machines qu'on va d'abord récupérer puis qu'on va construire afin de fabriquer des rêves. Le jeu se joue en 3 phases. D'abord la journée, avec le matin, l'après-midi et le soir. Et ensuite une phase de nuit. La phase de nuit, c'est quand on fabrique les rêves. Parce que la nuit, on fabrique des rêves. Et la journée, on va les récupérer nos machines pour pouvoir les construire, tout simplement. Et c'est comme ça que ça va fonctionner. Donc là, vous avez ici le plateau personnel. Et ici, c'est le plateau collectif. Donc comme je disais, ici vous avez les machines, d'accord, qui se présentent, et que quand vous les achetez, elles vont aller sur le tapis roulant, ici. Elles vont d'abord démarrer ici, et elles vont petit à petit se déplacer, jusqu'à arriver dans votre atelier. Ah mais c'est vraiment thématique, quoi. Ah oui, c'est très thématique. Et une fois arrivé dans votre atelier, vous allez pouvoir la construire. Donc ça a l'air assez original. Ici, c'est votre compteur de rêve, donc en fait, c'est vos points de victoire, hein, si vous préférez. Plus vous allez monter en point de rêve, plus vous allez marquer des points. Il va y avoir un compteur pour les unités et un compteur pour les dizaines. Comme ça, vous allez pouvoir faire 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ici, c'est votre énergie que vous allez pouvoir dépenser. Et sinon, le principe, en fait, c'est un jeu de pose d'ouvriers. Vous avez ici 3 ouvriers que vous allez placer pour pouvoir faire les actions que vous voulez, tout simplement. Et franchement, c'est très intéressant comme jeu. J'étais pas du tout hypé par la couverture, moi, qui m'attirait pas du tout. Mais quand j'ai lu la mécanique, j'ai trouvé ça intéressant avec ce système de pose de tuiles, d'organisation, de nos machines qui vont déclencher des rêves pour marquer des points. La partie s'arrête de 2 manières. Elle s'arrête si l'un des joueurs a rempli tout son plateau, ou alors au bout du 8e jour, si personne n'a rempli cette condition-là d'abord. Ici, on a des encres magiques qu'on va pouvoir dépenser pour faire des actions supplémentaires. Là, ici, c'est le sticker qui nous rappelle donc le matin, le midi et le soir. Et si on retourne en fait de l'autre côté, on a le côté nuit, tout simplement. Voilà, ici, là, c'est la fabrique, hein, donc c'est ici qu'on va venir se poser. Donc ici, c'est le décompte de jours. Donc voilà, au bout de 7 jours, la partie est terminée. J'ai dit 8, c'est 7. Et ici, c'est les machines qu'on va pouvoir se procurer et acheter, tout simplement. Donc, moi, ça me hype pas mal, pour être honnête. En plus, c'est pas trop le style de Blue Orange de faire des jeux un peu comme ça. Donc, Terror sur Lakeview, donc encore une fois, annoncé pour février, donc c'est pas une date sûre à 100%. Donc, un jeu qui va être édité par OE Games. L'auteur, c'est Miguel Addison et Jonathan Glimour. Illustrateur, c'est Scott O'Gara et Ever Vogel. Alors, Terror sur la Gwyn, moi ça me fait penser, je pense que c'est le même illustrateur qu'Alice Meeting, très clairement, parce que ça me fait vraiment penser au même style d'illustration. Et par contre, ça n'a rien à voir avec Alice Meeting, parce que là, c'est un jeu, si vous avez aimé Stranger Things, la série et tout ça, c'est un jeu qui va pouvoir vous parler, parce qu'on va un peu retrouver ce système, c'est un jeu totalement coopératif et de déduction. En fait, il va y avoir un enfant qui est perdu, et il va falloir le retrouver. Non. Sauf que lui, il va pas pouvoir parler. Il va jouer des cartes, mais il peut pas parler. Et c'est en jouant des cartes qu'il va essayer de vous expliquer où est-ce qu'il est.
Sauf que quand il va jouer des cartes, les monstres vont s'activer. Et les monstres vont essayer de nous manger, clairement. Donc ça va être un mélange de déduction et de devinette. Ça m'a l'air très intéressant. C'est un jeu, il y a plusieurs scénarios, de ce que j'ai compris. Je crois qu'ils annoncent 4 scénarios. Je veux pas ça va me faire pleurer. Hein. Si on retrouve pas l'enfant, my God. Et moi, ça me plaît bien. Ça me donne envie. Ça a l'air intéressant. Voilà, 4 scénarios. Une aventure en 4 scénarios avec des monstres dans un jeu coopératif de déduction. Et donc voilà, on se retrouve dans l'univers Stranger Things, Goonies, E.T. Donc voilà, ça parle aux gens, ça donne envie. Je trouve l'illustration très jolie. Alors le jeu est à 45 €, donc je sais pas niveau rejouabilité, ils annoncent 4 scénarios, est-ce que le jeu est rejouable derrière? Du coup, faudra voir. Parce que en effet, si au bout de 4 scénarios je ne vais pas rejouer pour 45 €, faudra voir par rapport à la durée du jeu. Call to Adventure, c'est la suite de l'autre, hein, Call d'Aventure, pour ceux qui connaissent Call to Adventure le 1, donc c'est la suite de ça. Hein. Ça reprend à peu près la même mécanique, sauf que ça va être un nouveau scénario, hein, tout simplement. Donc, c'est pas une extension? C'est pas une extension, non, c'est un standalone, hein, qui se joue de 1 à 4 joueurs, mais qui va reprendre la même mécanique, le jeu de base, mais dans un autre univers et dans le suite, quoi. Mais sinon, c'est la même chose, quoi. C'est vraiment le même principe, on va construire notre personnage et vivre une aventure, hein, voilà, tout simplement. Mais voilà, le but du jeu, ça va être toujours de construire son tableau et de faire son personnage. Le jeu se joue en compétitif, en solo ou en collaboratif. Et donc voilà, c'est une nouvelle campagne avec de nouveaux rôles, tout ça. Donc je pense que ça peut être très sympa. C'est édité par la boîte de jeu. L'auteur c'est Chris et Johnny O'Neill. Et l'illustrateur c'est Darin Calver, Antti Akosari, Harry Ibarra, Kevin O'Neill et Gal Hall. Ce que je peux vous dire, donc c'est édité par Colossal Games. L'auteur c'est Brad Pive et l'illustrateur c'est Ren Pive. Ça va être un jeu d'affrontement, d'accord? Alors j'ai trouvé une vidéo mais j'ai pas eu la peine de la regarder en entier. C'est un jeu de duel, hein. Donc on va s'affronter pour 3 territoires au centre. Ça a l'air d'être un jeu un peu classique, on va dire, dans ce style-là, où on va devoir se battre pour le contrôle de zone au centre, un peu à la Shoten Totem, des choses comme ça. Et bah là, ça apporte pas grand-chose en fait, ouais. j'ai enlevé. Et voilà ce que je peux vous en dire en gros, quoi. Ça reste un jeu d'affrontement, on va jouer des cartes pour contrôler le territoire et tout ça. Voilà. Je ne vais pas vous en dire plus, je ne suis pas trop renseigné sur ce jeu. En tout cas, c'est annoncé pour février, pareil, attention à prendre avec des pincettes. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je me demande si c'est pas un réassort, parce qu'a priori il est sorti depuis un moment, ou alors c'est peut-être issu d'un Kickstarter au départ, je ne sais pas. J'ai eu un doute, parce que quand j'ai fait mes recherches, j'ai vu que ça existait depuis 2020, Valda. Donc si vous pouvez me confirmer, moi je ne suis pas trop renseigné. En tout cas, sachez que si ça vous intéresse, c'est un jeu dans le monde des Vikings, hein, qui se joue donc 2 à 5 joueurs. L'éditeur c'est Banana Games, l'auteur c'est Nathan Vermeulen, et l'illustrateur c'est Matthews Misak. Ça va être un jeu voilà, dans l'univers viking où on va s'affronter et on va développer nos pouvoirs pour construire des temples, un petit jeu un bon jeu de gestion, de pose d'ouvriers, de majorité. Oui, parce qu'à 60 €. Et il y a plein d'extensions qui sortent avec. Lara Croft. Et il y a plein d'extensions qui sortent avec. Voilà, il y a l'extension Ragnarok et l'extension Riser of the Giant Expedition. L'extension. Voilà. Donc il y en a pour 100 € si vous voulez la totale. Ne me demandez pas ce que ça rajoute, là j'ai pas d'infos. Hein. Mais voilà, vous le savez. Et je crois qu'on a fini pour les jeux de base. Voilà, là on passe aux extensions. Donc les extensions. 4, 6, 7, on en a. Voilà, donc le 10 février, une extension donc, sur Sword Sorcery. Donc le jeu, bon gros jeu qui rajoute une grosse campagne et tout ça. Ensuite, le 17 février, HeroQuest, le mage du miroir, de chez Hasbro. Non, HeroQuest, il y a... Voilà. Donc HeroQuest, le mage du miroir, l'extension, donc une extension pour HeroQuest, je ne vais pas rentrer dans les détails, qui rajoute plein de petites choses intéressantes. Le 17 février également, Villainous, plus grand, plus méchant. Donc un nouveau Villainous, plus grand, plus méchant, donc nouveau Villainous qui donc ajoute des méchants, des nouveaux méchants, donc il va y avoir 3 nouveaux méchants issus de Disney et Pixar, le syndrome des indestructibles, Lotso, personnage du grand film d'animation Toy Story 3, et Madame Mime, une méchante de l'un des films d'animation les plus anciens de Disney, Merlin l'Enchanteur.
Ensuite, le 24 février, il y a les extensions de Terraforming Mars Expédition Arrête de chez Intrapid. Alors là, je vais même pas vous les zoomer parce qu'on a tellement. Terraforming Mars Expédition Arrête. Donc il y a toutes les extensions qui sortent d'un coup. Donc on a le promo pack, l'extension découverte, l'extension Arrête Chris, l'extension Fondation et l'extension, enfin les cartes promo et aussi Player Mat. Donc voilà, il y a tout ça qui sort. Donc là, vous pouvez y aller. Il y a toute la collecte qui sort en même temps. Donc voilà, c'est des extensions qui rajoutent à chaque fois des modules supplémentaires. Voilà, donc là, celle-ci, par exemple, ajoute 4 modules au jeu de base. Voilà. Donc si vous êtes fan d'expédition à Arrête, n'hésitez vraiment pas. Ensuite, le 24 février, il y a les 2 Marvel Champions qui sortent. Donc 2 nouveaux Marvel Champions. Voilà. Il y a Gambit, voilà. Gambit qui sort le 24 février et Rogue. Voilà, mais c'était les 2 premières. C'était les 2 premiers. Rogue et Gambit qui sort, donc 2 nouveaux decks pour jouer à Marvel Champion. Le 24 février, Seven Wonders Edifice de chez Roku Productions. Alors là, une extension très attendue pour les fans de Seven Wonders. Donc Seven Wonders Edifice qui rajoute donc des monuments, hein, donc des édifices qu'on va pouvoir construire tout simplement. Donc là, pour les fans de Seven Wonders, je pense que ça va faire plaisir hein, et ça va être encore beaucoup acheté. Hein, donc voilà. Donc attention, on est bien sur Seven Wonders de base et pas Seven Wonders duel. Au cas où, hein, pour les gens qui se posent la question, c'est bien une extension de Seven Wonders. Et pour finir, du coup, le dernier, c'est environ février, Warp's Edge Anomaly. C'est là. C'est pas ça? Là, ici. Donc une deuxième extension qui sort pour Warp's Edge, qui est donc Anomaly. Donc cette extension là, qui rajoute des nouveaux trucs pour Warp's Edge. Pour ceux qui aiment bien ce jeu solo là, qui a énormément plu au monde, bah écoutez, voilà, ils agrémentent avec une nouvelle extension. Donc je pense que les joueurs solo seront ravis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux.